Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode du podcast En pleine trajectoire. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode qui me conduit à un nouvel invité puisque évidemment c'est un podcast en voiture. Je m'apprête à récupérer l'invité que vous allez découvrir. C'est une nouvelle histoire. Vous allez voir la question de depuis quand, où et comment on s'est rencontrés. La première question habituelle devenue mythique de ce podcast. Ça va changer un peu d'habitude. Et puis les histoires racontées, vous allez voir, sont vraiment très différentes des précédentes. On va parler de plein de sujets qu'on n'a pas encore abordés dans ce podcast. Donc je suis évidemment super content. N'hésitez pas à me faire des retours sur le podcast, à m'envoyer des messages si jamais il y a des trucs que vous aimez moins, des choses que vous aimez bien. N'hésitez pas non plus, si vous pensez à des gens, en inviter, n'hésitez pas à me faire signe, à m'envoyer un message, à me dire telle personne ça pourrait être cool, ou moi-même. Je suis carrément partant pour venir dans le podcast tourner un épisode. Faites-moi signe, tout le monde est intéressant. Pour cet épisode d'ailleurs, je vous ai demandé sur Instagram de me poser une question. Alors je l'ai fait un peu en dernière minute, mais sur Instagram, je vous ai demandé de poser une question à l'invité à l'aveugle, comme si vous ne le connaissiez pas, comme le font les invités de chaque épisode d'ailleurs. Ils posent une question à l'aveugle à l'invité suivant. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai sélectionné sur Instagram l'une de vos questions. Et tout de suite, vous allez pouvoir la retrouver. Alors elle sera plutôt en deuxième partie de podcast, vous verrez, il y a un petit peu de temps avant de l'écouter, mais elle arrive. Allez, moi je vais vous laisser, il va falloir que je retrouve l'invité et j'ai un peu de route pour le rejoindre. Allez, à tout de suite avec l'invité. Hop là, ça va ou quoi? Ouais, en forme? Nickel. Ouais, trop bien. Est-ce que tu as regardé des épisodes ou pas J'ai regardé celui de Damien quoi. Ah ok, bon ça, du coup tu as une idée de comment un peu ça. J'ai une idée un peu du format, ouais. Ok, ouais. trop cool. À peu près. Ok, ouais, ça, c'est pas différent d'épisode en épisode. Ouais. Trop bien. Et la première question habituelle de ce podcast, et je disais en introduction en venant de chercher que ça allait être du coup un peu différent avec toi qu'avec les autres que je connaissais depuis un moment. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand, où et comment on s'est rencontrés? Du coup on se connaît depuis peut-être 2-3 semaines, un truc comme ça, pas plus. Par le biais de Damien, du coup. Épisode 6. Épisode 6, voilà, ce qui est tombé quoi. Parce que Damien je le connais depuis le lycée, depuis en gros la seconde quoi, on était dans la même classe à ce moment-là et du coup on est resté en contact pendant quand même bien longtemps jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et petite soirée à Concarneau quoi, et puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Plutôt cool. Exactement, c'est ça. Et de toute façon, les gens ont envie de voir pourquoi du coup je t'ai proposé le podcast, on va parler de tout ça. Mais avant ça, il faut que tu te présentes. Ça aussi, c'est une question que j'oublie souvent. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles, quel âge tu as et qui tu es? Présente-toi de la façon dont tu veux. Ouais, alors, du coup, moi, c'est Malo. Je suis encore en études, en master. Là, je vais finir mon master à Grenoble en système climatique, ça s'appelle. Ouais. C'est un nom extrêmement long, genre atmosphère, hydrosphère, cryosphère, atchoum. Mais du coup, l'idée, c'est pour devenir glaciologue. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est vraiment l'étude des glaciers, du coup. Que ce soit de montagne ou après, on parle aussi des glaciers quand c'est en Antarctique, au Groenland, au Svalbard ou ailleurs. Voilà, et puis après, moi j'ai bougé beaucoup au cours des études. Ouais, mais ça on va en parler plus tard. Mais voilà. Est-ce que tu peux nous dire ton âge? Et puis j'ai 22 ans. T'as 22 ans. Et la deuxième question que je vais te poser maintenant, c'est un retour en arrière il y a bien longtemps. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as grandi? Où est-ce que tu es apparu sur cette planète Terre? Je suis apparu à Quimper, dans l'hôpital pour faire court. Et après j'ai vécu toute ma vie en vrai ici là à Élian. Après j'ai fait l'école primaire, maternelle, tout ce que tu veux. Et puis ensuite j'ai rayonné juste autour d'ici pour ensuite faire le lycée à Quimper justement. C'est là que j'avais rencontré Damien en section aéronautique. Quel type d'élève t'étais? Du collège, lycée, maintenant aux études, quel type d'élève? Est-ce que t'étais le mauvais élève en fond de classe, le bon élève au premier rang? Ouais, j'étais plutôt bon élève en vrai. Il y a juste eu une période, je pense au collège, où moi j'avais vraiment un collège de campagne. Du coup c'était, pour être cool, il fallait pas être bon élève. Du coup c'est là que j'ai commencé à faire mes petites entorses et tout. Mais en global pas foufou quoi. Après moi je faisais rien pour avoir des notes, donc c'était quand même l'avantage. J'avais vu Damien, il disait la même chose, mais du coup c'était un peu le truc. Mais du coup
j'étais plutôt cet élève-là, bon, après plutôt discret en vrai. Et puis bon, il y avait quand même des moments où avec les profs, moi j'avais du mal toujours avec l'autorité, du coup c'était toujours un peu, bon voilà, il fallait que je me fasse entendre jusqu'à un certain moment, et puis c'était à peu près tout quoi. Ok. C'est quoi les passions que tu avais quand tu étais jeune? Tu as grandi avec quelle passion? J'en ai eu beaucoup, et justement ça s'arrête pas d'en avoir. C'est un peu le problème, c'est qu'il y a toujours trop de choses à choisir. Ouais. Et du coup non, mais j'avais commencé moi, je sais pas si c'était une passion, c'était plutôt mes parents qui m'avaient mis là-dedans. Donc, j'ai commencé à faire 4 ans de natation. Au sport nord justement, on y arrive. Ouais. Et en fait j'ai détesté. Mais voilà, c'était la première introduction au sport. Ouais. Et ensuite, on a commencé à chercher avec mes parents, quelle activité je vais pouvoir faire et tout, qu'est-ce qui pourrait me plaire. Mais en vrai, c'était l'époque où j'étais en train d'essayer de faire des équilibres, de commencer à essayer de faire des tractions sur la cage d'escalier, monter, descendre. Mes parents, ils ont fait ouais, ça tirait pas de tester la gymnastique. Je fais vas-y, on va voir. Au club de Quimper, et en fait, ça m'a direct plu. J'ai vu les mecs faire des tourbillons dans tous les sens, j'ai fait trop bien. Et du coup, j'ai fait de la gym pendant 7 ans, faire quand même des petites compétitions à droite à gauche. Des championnats de France en équipe, c'était pas non plus. Il y a différentes divisions en gymnastique, j'étais pas du tout dans les meilleurs, mais c'était trop cool pour l'époque quoi. J'ai fait jusqu'à mes 17 ans, en gros, et après blessures, etc. Mais en parallèle de ça, mes parents ils nous donnaient quand même pas mal de visions autres. Du coup, moi j'ai fait de la musique, comme mes sœurs, et moi du coup j'ai démarré le violon. Et c'était encore une fois, j'ai choisi le violon, j'étais vraiment jeune. Et autant, il y a des moments où j'aimais bien, pendant 8 ans, il y a quand même beaucoup de moments où c'était vraiment casse-couille. Mais en fait, je me suis accroché, et à force, en fait, j'ai fini par kiffer au bout de 8 ans. Ce qui est quand même beaucoup quand tu te dis. Ouais. Mais je me suis dit, putain, ça valait le coup de s'accrocher. Okay. Donc ça, c'était cool. Et sinon, en parallèle, non, moi j'aime bien bricoler des trucs, créer des trucs, en sport en général. Et ouais, ce que j'ai pas mentionné quand même, qui peut-être est en lien avec la suite, qui peut expliquer certaines choses, c'est que avec mes parents, on allait beaucoup en montagne. Ouais. Donc on y allait pendant 3 semaines, en gros, par été. Ok. On faisait de la randonnée, faire un peu tous les massifs des Alpes surtout. Après très simple, mais c'était de l'itinérance quoi. Du coup, on était quand même en tente, en bivouac, ou alors on allait dans des refuges. Ça, c'est vrai que c'était vraiment très cool. Et du coup, c'était un peu la montagne sous toutes ses formes. Donc, j'avais pu tester le parapente pour la première fois, VTT à fond. Ça c'est peut-être le seul truc que je peux faire autour des Lions aussi. Et puis, un petit peu, certains hivers, on allait quand même skier. Du coup, ce qui m'a quand même permis de savoir skier avant un minimum, quoi. Ouais, trop bien. Donc, tu arrives au lycée à Quimper. Quel bac tu choisis ? C'était une grosse question, et en fait j'ai fini par choisir le bac sciences de l'ingénieur, S, sciences de l'ingénieur, donc t'as différents S, t'as SSI, SSVT, maintenant ça a changé de toute façon. Oui, mais il y a différents bacs scientifiques possibles. Voilà, c'est ça. Et en fait au LICES, donc au lycée dans lequel j'étais, c'était le choix en fait, soit SSVT, soit SSI. Ouais. Et vu qu'à l'époque mon objectif c'était de faire prépa. Ok. Parce que pour certaines raisons, je voulais faire ingénieur aérospatial ou je sais pas quoi. Ok. Et en fait, du coup, la voie royale, est-ce que tous les profs m'avaient dit qu'il fallait que je fasse, mes parents, enfin tout le monde, c'était dit il faut que tu fasses absolument SSI, donc c'est possible, c'est plus logique. En vrai, oui, c'était plus logique, mais du coup, j'ai lâché les sciences de la vie de la Terre dès la première en vrai. Et j'ai même pas fait de géologie au lycée, tu vois. Ok. Du coup, je savais même pas ce que c'était avant que je le prenne à la fac, quoi. Ok, trop bien. Et donc du coup, tu fais donc ce choix de bac, ça se passe bien quand même? Ça se passe très bien, ouais. T'obtiens ton bac? J'obtiens mon bac. Et puis tu choisis de te tourner vers des études. Ouais. Et qu'est-ce que tu choisis comme étude? Là, c'était le moment Parcoursup. Je mets prépa, surtout MPSI, parce que du coup, encore une fois, c'était l'idée, c'était à l'époque, j'étais à peu près persuadé que j'allais faire en gros pas aéronautique, mais en gros ingénieur aérospatial. Ouais. Du coup, c'était la voie royale un peu. Et a priori, j'avais les capacités, tout le monde me disait machin, donc j'étais là, ok, let's go.
Et du coup, j'ai mis tous ces vœux, des prépas un peu réputés et tout en France. Et en fait, donc ça, c'est ce que j'ai choisi. J'ai mis quelques facs et tout, mais pas grand chose. Ouais. Et en fait, j'ai pas du tout eu les prépas que je voulais. Ok. Et c'était le premier coup en mode, j'étais dépité à ce moment-là, alors qu'en fait, après coup, en fait, j'étais content limite d'avoir eu cette expérience-là. Mais c'était un peu ma première vraie claque, quoi. Ok. Mais du coup, j'ai fini à Saint-Brieuc, ce qui est en vrai une bonne prépa quand même. Hein. Ok. C'est une prépa quoi du coup, spécialité MPSI aussi. Okay. Ça te prépare au même concours, en vrai c'est juste que juste la prépa est juste moins cotée, pas au même endroit, elle est moins cotée. Et puis vu qu'on adore le prestige dans ces domaines-là, c'était le premier truc, c'était important quoi. T'avais des potes qui partaient à Châteaubriand, à Clémenceau, parfois des prépas à Paris. Là, ah mais merde. Donc tu intègres la prépa, comment ça se passe la prépa? T'aimes bien? La prépa, je déteste ça. Directement? Ouais, à peu près, ouais. Ok. Pourquoi? Qu'est-ce que... En fait, il y a plusieurs choses. C'était vraiment, genre, pour moi, peut-être l'année la plus difficile et l'année vraiment du tournant, cette année-là. C'est que je pense, avant, en fait, moi, j'ai passé le bac Covid, donc en gros, j'ai pas passé le bac. À part le bac de français, en gros. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà pendant le Covid, je me posais déjà des questions sur mon orientation et tout. Et le Covid a un peu remis plein de choses en place parce qu'en fait, j'avais plein de temps pour réfléchir et moins de temps à aller en cours ou quoi. On avait plus que 2 cours qui continuaient. Pas mal de profs avaient complètement lâché de toute façon. Ils s'étaient barrés. On n'avait plus de profs d'histoire. On avait plus oui, d'accord. Donc c'était nickel. Finalement, il y a le prof de physique et le prof de maths qui étaient restés à nous faire cours, quoi, c'était tout. Okay. Donc plein de temps en vrai pour la réflexion. C'est là que je tombe sur des vidéos genre de Mike Horn qui commence des trucs sur le Covid et commence à dire faut pas que quand vous sortiez de là, vous sortiez de là en suivant votre vie et votre routine d'avant. Et en vrai, sur le coup, moi, j'ai pas forcément capté. Et en fait, c'est juste un amas de plein de sources comme ça. Y compris aussi des films que j'avais vus, Into the Wild, j'ai vu Walter Mitty, The Secret Life of Walter Mitty, et puis je crois Yes Man, c'était des trucs à la con, mais en vrai qui m'ont un peu fait changer mon état d'esprit sur ce que je voulais faire après, et comment je voulais vivre ma vie tout court. Donc ça a commencé à travailler un peu à ce moment-là, mais j'étais déjà dans la prépa. Et entre temps, moi j'avais exploré un peu d'autres voies. Donc, ma sœur à ce moment-là, elle avait bougé sur Paris. Donc je faisais beaucoup de musique à l'époque, plus que du violon en fait. Moi j'ai fait même un peu de composition via ordinateur et tout. Donc j'avais un peu l'ensemble, une petite guitare, j'avais mon petit clavier, j'avais tout. Donc je faisais un peu des petites productions en tout cas j'ai commencé. C'était pas glorieux mais j'ai commencé. Et en fait ça m'intéressait grave de me tourner là-dedans. Potentiellement devenir ingénieur du son ou quoi. Du coup, je suis allé à Paris, aller voir l'ENS Louis Lumière, qui est l'une des écoles les plus cotées là-dedans. Et en fait, ça me plaisait à fond. Mais entre-temps, paf, prépa. Donc, du coup, il y a tout ça. Et après, en prépa, ce qui était vraiment dur, c'était la charge de travail. Elle était juste énorme. Elle était vraiment, vraiment hardcore. Et puis, en fait, j'avais des facilités jusque-là à l'école. Mais là, il fallait vraiment que je bosse. Et j'avais pas trop le choix. Donc je me suis mis vraiment à quadriller toute ma vie. Toutes les minutes, elles étaient comptées. Donc pour vous dire, moi je me levais, c'était quoi? C'était 6h, je me réveillais le matin. J'avais quand même envie de caler du sport parce que c'était vraiment l'équilibre et tout. Et du coup je faisais 20-30 minutes de sport, que ce soit course à pied, muscu ou quoi. Et je savais qu'en gros, j'avais 5 minutes après pour prendre ma douche, 5 minutes pour prendre le petit déjeuner, et ensuite il fallait que je parte en cours. Et ensuite en revenant, tu sais, t'as toujours aussi l'école dans la prépa, donc à chaque fois ça te rajoute 1 heure après en gros tes cours. Et ensuite tu reviens chez toi, et moi je bossais peut-être 3-4 heures tous les soirs. Et puis j'essayais d'être le plus rigoureux possible pendant tout le long, quoi. Donc vraiment j'ai pas lâché ça. Et en gros, et après, tu sais, t'as le samedi matin aussi, t'as tes examens, le samedi matin, 4 heures. T'es tout seul dans la ville à te réveiller à ce moment-là, là, il y a personne. Et toi, t'es là, t'es dans Saint-Brieuc en plus, ça vit pas. Pardon pour les gens qui viennent de Saint-Brieuc. Mais ouais, c'était pas le rêve. Et il y a un moment donné, je me suis juste posé la question de putain, mais pourquoi je fais ça? Parce qu'autant ça pourrait avoir vachement de sens si je m'imaginais encore ingénieur,
et que ça vaut le coup de faire tous ces efforts-là, parce que mine de rien, c'est une super école quand même, quoi. J'ai appris énormément en prépa et ça, je regrette pas. Mais sur le moment, ouais, non, c'était pas une partie de plaisir et j'arrivais juste pas à répondre à la question de pourquoi je faisais ça. J'étais en mode, je me voyais plus ingénieur, je me voyais plus en fait assis sur un bureau. Enfin, c'est la vision que je me faisais, tu vois. Ouais. Assis sur un bureau sans jamais partir dehors et je commençais à avoir un peu des documentaires, des mecs qui partent, justement, des gens qui sont glaciologues, genre Heidi Sevest, Eric Rignot, ce genre de trucs, de personnes qui partent à l'autre bout du monde et c'est ça leur taf, quoi. Ouais. Je me disais, mais bah ouais, je veux pas rester. C'est pas le job que je veux en tout cas. Ouais. Et là, je vois qu'il y a d'autres options. Comment j'y arrive? Donc voilà, ça c'était la partie prépa. Ok. Et pendant cette année-là, tu te mets à l'écriture? Ouais. C'est un peu avant que tu t'étais déjà commencé peut-être? C'est un peu avant, mais c'est vraiment cette année-là où je voyais vraiment, où ça m'a vraiment aidé à fond, quoi. En fait, autant il aurait peut-être fallu que je voie un psy, c'était tout, tu vois, mais j'ai pas été voir de psy et en fait, ce qui m'a aidé tout le long, c'était l'écriture à fond. Ouais. L'écriture et puis parler avec des potes, en vrai, c'était vraiment là, c'était, on faisait des nuits, on parlait jusqu'à 5h du matin de pourquoi on était là et pourquoi ça nous faisait chier et c'était quoi notre avenir derrière et tout. Mais en fait, c'était un peu cet ensemble-là qui a beaucoup aidé aussi à l'introspection et à savoir vraiment qu'est-ce que je voulais comme vie, quoi. Et pas seulement en question de travail. Et c'est vrai que là, ça avait vachement d'importance pour moi à ce moment-là où je voyais qu'en fait toute ma vie était bouffée par les études et que bah ouais, j'avais quelques potes à côté qui avaient choisi la voie de la fac ou autre et qui en fait ils avaient du temps pour vivre et en vrai apprendre des trucs que mine de rien tu mets du temps à apprendre en prépa. Ouais. Tu es obligé d'attendre les 2 ans, finir ta prépa pour ensuite découvrir en fait la vie. Machin. Du coup bah ouais, l'écriture ça a vraiment commencé. Et tu t'es mis à écrire quoi concrètement? Au début, ouais, c'était juste un journal perso. Vraiment, j'étais là. Il y avait des trucs un peu méthodiques aussi. Il y avait des trucs où je me posais réellement la question, qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie ou quoi, des trucs un peu à la con comme ça. Ouais, ok. Et il y avait aussi, il y avait une chaîne que je suivais pas mal à l'époque sur YouTube, c'était Nathaniel Drew. C'est un gars qui fait pas mal aussi de développement personnel et tout ça. Et je le suivais beaucoup et en fait il parlait un moment d'un truc de revenir à qui tu étais enfant avant que en fait la société elle t'impose qui tu devrais devenir, quoi. Ouais. Je me suis un peu posé toutes ces questions là sur le papier, quoi. Ok. Et du coup c'était principalement ça que j'écrivais. Et c'était un exutoire en fait pour toi, c'était l'occasion de t'exprimer aussi personnellement. Ouais, grave. De raconter. De mettre en ordre les pensées qui étaient hyper confuses à l'époque. Et puis, ouais, ça a commencé par là. Et puis après, je sais pas si à l'époque je commençais déjà à écrire des petites histoires, des petits que je voyageais pas à l'époque en fait. Je voyageais pas du tout. Du coup, j'avais pas grand chose à raconter sur ce domaine-là, tu vois. Finalement, tu quittes la prépa au bout d'1 an, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et alors du coup, on a compris un peu pourquoi. T'as enfin décidé de prendre les choses en main. Ouais. Et tu t'es tourné vers quoi du coup à ce moment-là? Et bah du coup à ce moment-là, c'était quand même le flou artistique total, à la fois pour mes parents, mais aussi pour moi à fond. Alors, personne vraiment comprenait, moi je me comprenais pas trop non plus, j'étais paumé. Et en fait c'est là que j'ai commencé vraiment à creuser les pistes un peu de justement qu'est-ce qui me plaît, quoi. C'est là que j'ai posé sur mon carnet justement comment j'avais envie de vivre ma vie et puis j'avais noté ce truc là de j'ai envie de vivre une vie d'aventure. Ça paraît un peu utopiste, idyllique et tout ce que tu veux et c'était un peu à l'époque très naïf, tu vois. Mais je note ça parce que du coup en fait j'avais fait une espèce de cheminement à te penser où je disais qu'est-ce qui me plaît, être dehors, découvrir des trucs, sentir que j'apprends de nouvelles choses, sentir un peu, se sentir aussi vivant, tu vois. C'était le moment où je sais pas, je faisais aussi beaucoup de skate en descente, puis j'avais besoin d'adrénaline à fond, c'était hyper important. Du coup il y avait tout ça. Et puis je voyais aussi des documentaires un peu de nature et tout, et genre notre planète et tout. J'étais là putain, en vrai je pourrais grave faire le reporter ou quoi, ce serait cool aussi, quoi. Si je trouve un job qui me permette d'aller dans ces endroits-là, ça serait incroyable. Et je tombe du coup sur ces documentaires-là de Heidi Sevest, Eric Rignot. Ils sont sur un bateau. En tout cas Eric Rignot il est sur un bateau en face d'un front glaciaire au Groenland.
t'as le front qui pète et tout, et genre, puis là il présente son truc, il est là, ouais, ça c'est mon job quoi, tu te fais ah ouais, ouais d'accord, pas mal ton truc. Et du coup je regarde comment je finis glaciologue, parce que c'est ça qui fait, c'est ça le titre du métier, comment tu deviens glaciologue. Et je vois en fait la meilleure phase c'est de faire finalement une fac en sciences de la Terre. Ok. Donc let's go, on va voir qu'est-ce qui existe et tout. Et à ce moment-là, moi ma soeur était à Paris. Et en fait je vois que aussi Paris ça m'attirait à l'époque parce que moi je voulais sortir de mon trou paumé aussi, de la Bretagne et tout, je voulais voir le monde. Enfin, j'avais vraiment cette espèce d'élan, ok il faut que je me barre. Ouais. J'ai eu de la chance de pouvoir aller à Paris aussi du coup, parce que le logement n'est pas forcément donné et tout, donc ça c'était vraiment incroyable. Et du coup je suis allé à la fac. Et pour pas faire trop peur à mes parents, j'ai fait une fac en double licence. Donc j'ai gardé la physique. Ok. Et la deuxième licence, c'était du coup sciences de la Terre. Ok. Voilà. Trop bien. Et donc, choix réfléchi, là, t'étais plus sûr de toi? Tu sentais que c'était mieux que la prépa? Enfin, t'avais un meilleur pressentiment ou pas? En fait, dès que je suis arrivé, ouais, c'était clair, quoi. Ok. En fait, c'était clair. Mais ce qui était marrant, c'est que c'était une intuition pure. Encore une fois, comme je t'ai dit juste avant, le lycée, j'avais pas du tout fait de sciences de la Terre. Même au collège, ça s'arrêtait. On parlait de quoi? Des dorsales océaniques et puis des pilots lava ou je sais pas quoi. Enfin, je sais pas de quoi on parle maintenant, mais bref, je savais pas du tout de quoi. Enfin, de qu'est-ce que j'allais foutre. Mais le seul truc qui m'attirait, l'un des trucs qui m'attirait quand même, c'était que dans tes cours, tu pouvais aller sur le terrain. Ouais, ok. Tu avais 5 jours d'organisés en Normandie. Bon, en Normandie, mais en vrai cool. La Flamanville et tout, c'était sympa. Et après, tu avais 10 jours dans les Alpes. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que tu gagnes des crédits. C'est vraiment un vrai cours et en fait, t'as l'impression que c'est un stage de vacances. Ouais, bien sûr. Ouais. Incroyable. Trop bien. Du coup, non, c'était beaucoup plus clair. Et puis je voyais que au final la physique c'était vraiment pas même ça qui m'intéressait le plus. Ce qui m'intéressait le plus c'était de comprendre, et même ça rejoignait vachement qu'est-ce que je faisais quand j'étais petit dans les Alpes ou quoi, c'était vraiment de comprendre le monde naturel qui m'entourait et tout, et de comprendre tous ces process là, d'ajouter en fait une espèce de profondeur dedans. Je trouvais ça juste dingue quoi, c'était trop bien. Carrément, trop bien. J'ai tenté Pont-Aven. On est à Pont-Aven là, je suis même pas à la route. Est-ce qu'il y a un fait marquant jusqu'à à peu près ces périodes-là de licence que tu retiens aujourd'hui, qui t'a paru important dans ton parcours, dans ta jeunesse? Moi je pense que c'est peut-être c'est moins un fait, mais plutôt une espèce de prise de conscience sur du long, de vraiment te dire en fait là je suis pas au bon endroit quoi, et le fait marquant c'est surtout d'avoir concrétisé cette espèce d'inconfort que j'avais et de me dire ok fuck it, peu importe ce que les autres vont dire et tout, là je sens vraiment que je suis vraiment pas bien. Je pense que même dans ma famille ça se voyait, mes parents ils voyaient que j'étais pas bien et tout, et puis c'était cool parce que j'étais accompagné d'un pote, Basile, si tu te reconnais, si tu vois ça. En fait c'était un pote de prépa qui lui ça se passait pas très bien dès le départ en fait, et en fait il avait dit mais enfin moi rien à foutre, je me barre, et en fait je vais trouver une autre voie, enfin je suis à peu près persuadé que ça sera beaucoup mieux quoi. Et en fait du coup on était un peu deux pélos comme ça, à un moment donné on était là finalement à se faire des plages plus qu'à aller en cours, parce qu'en fait c'était le moment où on avait tous les deux lâché. Moi j'ai lâché assez tard au final, et ça a vachement dédramatisé le truc aussi, parce qu'à la base tu sens que c'est quand même un échec quoi. Genre pour moi c'était vraiment le premier moment où je me suis vraiment dit putain là je pars sur une intuition et tout, mais à tout moment c'est un vrai échec quoi. Du coup avoir fait ce pas là, très clair, je pense que c'était et d'ailleurs je pense qu'on est beaucoup à avoir des rêves quand on est jeune, et à finalement voir un peu les rêves évoluer, s'évaporer, se transformer en autre chose. Est-ce que toi tu as un conseil pour quand ces rêves là justement durent autant de temps, tu vois, parce que finalement toi ça t'arrive tard ce changement. Est-ce que tu as un conseil pour essayer de pas avoir peur, tu vois, d'abandonner quelque part un rêve, tu vois, et de changer un peu de truc? Est-ce qu'il y a une chose, une action peut-être régulière, ou un mindset, ou un avis, une discussion? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a aidé à aller dans cette direction-là?
Ouais, je pense ouais, parce que comme je dis, tu vois, l'écriture ça m'a beaucoup aidé. En vrai, plus que l'écriture, je pense que c'est un peu cette histoire d'introspection. Ok. Et encore une fois, qui peut se passer à la fois à l'écrit ou en parlant à quelqu'un ou machin, mais en étant vraiment genre régulièrement prendre conscience de d'où t'en es dans ta vie, quoi. Ok. Genre pas juste. Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup de mes potes, moi, qui juste vont avec le flow, quoi, et puis ils sont très contents comme ça, et ça marche trop bien pour eux, mais j'avoue, moi, ça marche pas du tout. Moi, j'ai besoin de planifier les trucs, de voir très loin en avance. Et du coup, moi, ce qui m'aide à ça, c'est de régulièrement faire un peu un bilan. Moi, j'appelle ça, je fais littéralement, je prends des feuilles blanches, je l'appelle littéralement mise au clair. Je mets un mois derrière, et je la fais pratiquement tous les mois. Ok. Et en fait, je mets dessus, un peu tout ce qui me passe par la tête, qui touche un peu à ma vie en général. Que ça soit, mes relations perso, que ça soit mes activités sportives, mon physique, que ça soit mes rêves justement et mes projets. Est-ce que tous ont du sens toujours? Est-ce qu'ils se connectent ou pas? Où c'est que je passe mon temps et tout, mon niveau de stress, machin. Juste de faire un peu un espèce de bilan. Et après, sur cette mise au clair, d'utiliser ce bilan-là pour en fait... du coup, je te donne un truc du coup, très concret. Peut-être que ça va juste parler à moi, mais... mais du coup, ouais, je fais ce bilan-là et en fait, à partir de ça, j'essaie en fait de faire un espèce de plan pour si jamais il y a des trucs à bouger. Je fais un plan avec des petites étapes, tu sais, des étapes que je vais vraiment les mettre faisables, quoi. Donc, notamment si j'ai un projet vraiment un peu d'ampleur et tout, et qui me paraît super gros, en fait, je vais avoir écrit ce plan-là qui fit dans la période de temps qui a du sens. Ouais, ok. Puis si mise au clair, en fait, je l'ai fait avec. Du coup, moi, il y a beaucoup. Maintenant, ma vie, elle est un peu en période de où je me trouve. Parce qu'en fait, vu que j'ai bougé pas mal, à chaque fois, c'est en mode, je peux pas vraiment faire un plan avec des routines et tout ce que tu veux qui va fonctionner en Norvège, alors qu'en fait, dans 2 semaines, je me barre et machin. Ouais, bien sûr. Du coup, c'est un plan qui fonctionne pour la Norvège, mais ensuite, il faut le refaire dès que tu rebouges, quoi. Trop bien. Bon, c'est très concret, mais non, en gros, l'introspection. Ça peut carrément dire, ouais, non, mais c'est super clair. Non, mais c'est toujours pratique d'avoir des plans d'action parce que parfois on dit introspection, mais c'est pas toujours simple de savoir comment le faire et tout. Donc, avoir une méthode qui marche chez quelqu'un, ça peut forcément marcher chez quelqu'un d'autre. Avant de continuer, on va maintenant parler après de la continuité de où t'en es aujourd'hui, mais de ce que t'as fait depuis. J'ai plein de questions sur plein de thèmes différents. Donc, c'est 12 questions courtes, pour 12 réponses rapides. Je vais y arriver. Ok. Donc tu verras si t'as écouté le podcast de Damien, c'est les mêmes, c'est tout le temps les mêmes à chaque épisode, assez simple et rapide. T'es prêt? Vas-y. Allez, ton moment ou ton endroit préféré pour réfléchir? Le salon, la petite table, avec un petit thé. Ok. Mon carnet. Trop bien. Une chanson que tu pourrais écouter en boucle? Alors l'artiste, ça va être Kaleo, et puis... Alors attends, j'ai pas envie de dire de conneries. Parce qu'il y a Way Down We Go qui est trop... Save Yourself. Ok. Le truc qui te motive le matin? Kiffer ma journée et puis potentiellement aller accomplir d'autres rêves, je sais pas. Ok, trop cool. On tourne ce podcast là il est 16h à peu près. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui avant le podcast? Là je me prépare à partir à Grenoble. Du coup je fais mes valises. Si tu pouvais changer un truc dans le monde, ce serait quoi? À quel point ça touche les gens, le changement climatique et les actions qu'il faut mettre en place. Et pas les gens en fait, les politiques. Il faut que les politiques juste prennent conscience parce qu'en fait c'est chiant que ce soit aux personnes, à l'individu de prendre des actions, des petites actions genre recyclage machin, alors qu'en vrai c'est aux politiques de faire le travail. Une appli que tu ouvres tous les jours? Instagram. C'est vrai, tous les jours les réseaux sociaux? Ouais, c'est malheureux. Le truc que tu aurais aimé apprendre plus tôt? Tu peux vraiment construire la vie que tu veux, quoi. À peu près. Normalement, j'ai l'impression que c'est pas une super école les parcours préconçus, genre tu vas faire médecin, du coup tu suis ce parcours-là. Ouais. Tu vas faire ingénieur, donc tu suis tout ça non-stop. Puis de savoir que tu peux faire un peu des pas en arrière, des bifurcations. Tu peux aller à l'étranger, pour pas très cher. Tu peux te faire payer pour aller à l'étranger. Donc ouais. Un endroit où tu rêves d'aller? Il y en a beaucoup, hein. Mais là dans le moment, le Groenland ça me chaufferait. Ouais. Un truc qui t'énerve mais qui devrait pas t'énerver tant que ça?
Ouais, je pense les paddles sur les spots de surf. Ah, j'adore, c'est très précis. Ah, j'aime beaucoup. Pourtant, ils sont super, mais non. Ton rituel avant un moment important? Ouais, je sais pas, j'essaie de me détendre à fond, au maximum, de partir dehors. Ok. De faire un truc qui me fait oublier complètement, genre un sport un peu violent, genre justement on parlait de surf, mais soit surf, VTT ou quoi, mais un truc où à la fin je suis éclaté. Ok. Puis, et sinon si c'est vraiment juste après, respirer un peu, quoi. Respirer un bon coup et puis voilà. Une personne connue ou pas que tu aimerais rencontrer? Ouais, potentiellement Eric Rignot dans ce cas-là, chercheur franco-américain et qui est un peu l'un des boss dans la glaciologie pour le coup. Ouais. Ok. Et enfin la dernière question, le truc dont tu es le plus fier? Bah du coup cette année j'ai monté une expédition qui a démarré avec 2 potes, mais j'ai fini par la faire tout seul. Ouais. Et en fait je suis monté à bord du coup d'un voilier d'expédition polaire, Atka, pour aller en fait étudier les glaciers de l'Isfjord au Svalbard. Ouais. Donc ça pendant 12 jours ou quoi, et c'était vraiment vraiment en partant de zéro quoi, et ouais, ça je me suis quand même pas mal fier, c'est quand même cool. Trop bien. Et bah donc tu fais cette double licence dont on parlait il y a un instant. Ouais. Et là tu découvres la glaciologie du coup pendant cette licence-là? Je découvre pas tout à fait la glaciologie tout de suite en vrai. Ok. Le seul truc qui peut-être s'en rapproche, c'est que j'ai fait un stage au labo L'Océan, aussi qui fait partie de Sorbonne Université un peu. Ok. Et je vois qu'en fait le stage il était intitulé modélisation de la banquise dans l'Arctique et de l'impact sur le changement climatique. Je vois que ça me chauffait, ça a l'air cool. Puis c'était le premier stage, donc en vrai en L2 t'es pas forcément obligé de prendre un stage. Donc, moi, on s'est quand même dit avec un pote c'est quand même bien. Du coup je fais ça. J'ai détesté en vrai. C'est pas que j'ai détesté, mais je me suis juste rendu compte qu'en fait la modélisation, en fait ça me rapproche un peu du truc d'ingénieur dont je parlais. Ouais. J'ai l'impression que t'es bloqué sur ton PC là. Ouais. Et en fait tu vas pas du tout voir ces environnements là, enfin t'en parles mais en fait tu vas pas les voir quoi. Oui, c'est un stage en fait très théorique, t'es devant un ordi, tu modélises quoi. Exactement, ouais. Ça se passe à Paris, tu vois, enfin je veux dire, on parle de banquise mais on est à Paris donc bon, moyen quoi. Donc non, c'est peut-être le seul truc qui s'en rapprochait. J'ai commencé à ce moment-là les sciences de la Terre, on va dire. Okay. Et donc là dedans il y avait météorologie, océanographie un petit peu. Il y avait changement climatique, il y avait des trucs, beaucoup de trucs sur les cailloux, donc souvent c'est un peu la blague de dire que tu fais de la géologie, tu casses des cailloux, donc c'était un peu ça que je faisais pendant cette année-là. Okay. Littéralement j'avais acheté un marteau, une loupe, j'avais tout ce qu'il fallait, là je l'ai toujours. Mais c'est le moment où j'ai découvert qu'il y avait le Svalbard qui existait. Okay. Donc pour ceux qui ne savent pas, je comprends que vous ne savez pas. Le Svalbard, c'est un archipel qui est tout au nord de la Norvège, qui est encore plus au nord que le nord de la Norvège. Ouais, en fait. Ouais, largement. En fait, il y a la ville de Longyearbyen qui existe là-bas, qui est à 78 degrés nord. Et donc là-haut, en fait, il y a une ville qui s'est basée sur les mines et tout. Enfin bref, mais il y a un centre universitaire aussi. Okay. Et donc il y a quelques études il y a quelques cours que tu peux prendre là-bas si tu te motives. Donc voilà, du coup je commence à entendre parler de ça via Heidi Sebest qui se faisait interviewer aussi, un truc justement c'est quoi ton avenir, un peu pour guider les jeunes pour choisir leur taf. Et ce qui se passe en L2 surtout, c'est qu'en fait il y a 2 potes à moi qui eux décident de partir au Canada. Donc l'un à Montréal, l'autre à Toronto. Et ils commencent à me pousser et à chaque fois qu'on se voit ils me disent putain Malo, faut que tu le fasses quoi. Enfin genre attends, t'as l'opportunité là d'avoir Erasmus et tout, de bouger dans un pays que tu veux l'année prochaine, faut que tu le fasses. À la base j'avais pas du tout prévu, tu vois, moi je sortais de ma prépa, j'étais content dans ma vie à Paris. Et puis j'étais même pas resté 1 an quoi. Et là on me demande, vas-y faut que tu te rebarres. Je fais putain, c'est short quoi. Et puis tu commences à faire un peu tes premiers contacts, puis ça se passe bien, donc tu fais vas-y, c'est pas le moment de partir. Mais bon, je décide quand même de faire mon dossier pour la Norvège du coup. Ok. Et l'année suivante, c'est là que je pars, pour le coup. 3e année du coup de licence? 3e année de licence, ouais. Donc tu pars combien de temps? Je pars 1 an. En Norvège? Ouais, en Norvège. Et donc qu'est-ce que tu vas y faire là-bas? Donc là-bas, en fait, j'ai suivi un programme d'échange à l'Erasmus du coup. Ok.
Et en fait, dès que tu es en fac, ou même, je pense que certaines écoles d'ingé peuvent permettre ça. Ouais, les IUT, ouais. Sciences Po et tout, enfin, c'est vraiment cool, quoi. Enfin, en vrai, il faut le faire. Et puis, c'est un échange où en vrai, je vais juste continuer à faire les cours que j'aurais potentiellement fait en France. Ouais. Mais je l'ai fait en Norvège, quoi. Et donc là, ça me permettait aussi de choisir des cours qui étaient plus orientés vers ce qui m'intéressait. Donc, plus orienté glaciologie, au moins neige et tout. Ouais. Et donc, ça que je fais. Mais j'étais quand même en double licence à l'époque, donc physique et sciences de la Terre. Donc il fallait quand même que, j'ai quand même des cours de genre mécanique quantique. J'ai des cours des trucs très généraux, qui déjà à ce moment-là m'intéressaient plus vraiment, quoi. Ouais. Et mais bon, voilà, j'ai quand même fait, mais ça m'a permis quand même de faire des terrains incroyables. Enfin, j'ai fait un terrain. En géosciences, c'est courant de faire des terrains, et en fait, les terrains, c'est soit des cours, soit soit pendant ton stage, tu as besoin de faire un terrain pour collecter des données et tout. Mais là, en l'occurrence, c'était un cours qui s'est fait sur un plateau de Norvège qui s'appelle Finse, entre Bergen et Oslo. Ouais. Donc c'est un des points le plus haut en tout cas de la région, et en fait ça s'appelait Arctic Finse. Et l'objectif c'était de simuler un peu des conditions arctiques pour mener des études potentielles plus tard, que ce soit au Groenland, en Antarctique ou quoi. Et putain, j'ai vraiment adoré, quoi. Enfin, on a vu plein de trucs. C'est là que j'ai commencé à voir comment tu fais pour marcher sur un glacier, un safe. Si tu tombes dans une crevasse, comment tu fais pour remonter. Comment tu places un campement, même quand il y a un gros blizzard dehors. Enfin, voilà, tout ça que je ne connaissais absolument pas. Puis qu'est-ce que j'y fais surtout à côté des cours? En fait, je kiffe, quoi. Honnêtement, je pense que là, j'étais dans mon confort parce que du coup, j'ai quand même, je pense, beaucoup moins bossé que les 2 années précédentes encore. Je pense que tous mes potes qui sont partis en Norvège, pareil, ils comprendront. Et du coup, on avait vachement de temps. Enfin, c'est un pays où en fait, ils prennent vachement. Enfin, il y a vachement d'importance au temps personnel de chacun et un mode de vie un peu plus relax, quoi. Et puis il faut aussi voir que le temps est tellement pourri parfois et un peu dur que en fait t'as besoin de ça, surtout dans les périodes d'hiver où le soleil est vraiment pas très présent. Mais du coup tous les week-ends moi je partais en montagne faire du ski, je m'étais mis au club de voile aussi de Bergen, vraiment pas cher, je pouvais faire de la navigation, c'est là que j'ai commencé. C'est là que j'ai commencé tout ce qui touche à l'outdoor en général. Trop bien. Tous les sports en extérieur. Et puis j'ai commencé à adorer ce mode de vie là, quoi. Du coup je voulais plus. Là c'était dur après de me dire. Après je reviens en France. Là c'était chaud. T'avais même pas envie en fait de revenir en France? Non, moi j'étais prêt à m'installer là-bas dès le master, quoi. Genre, j'avais tellement kiffé que je me voyais pas du tout. En tout cas de ce que je connaissais de la France, de ce que j'avais fait jusque là, notamment genre Paris et tout. Il y avait aucun moyen que tu me remettes là-dedans, quoi. C'est aussi le truc de l'échange. Je pense que tu fais un échange, c'est la première fois c'est la première fois pour plein de choses en fait. Et c'est un peu un saut dans le vide à la base et je sais pas, je trouve que t'as pas forcément tu t'attends pas à ce que ça soit aussi bien, quoi. En vrai de vrai. Donc non, c'était vraiment cool. Trop bien. Ensuite du coup c'est master. T'obtiens ta licence? Ensuite c'est master, j'obtiens la licence. Et tu te dis je vais continuer. Cool. Et du coup je continue quand même parce que c'est vrai que dans mon domaine avoir qu'une licence, malheureusement tu vas pas. Enfin en tout cas c'est ce qu'on dit, peut-être que c'est pas vrai. Mais j'avais l'impression quand même que tu vas pas non plus très loin. Donc je décide de continuer en master. Et là j'essaie vraiment de trouver le truc qui va m'orienter vraiment vers la glaciologie. Donc c'est la Norvège qui t'a convaincu d'aller vraiment dans ce secteur-là en fait? En fait ce stage-là, là dont je parlais, c'était 10 jours sur le terrain et en fait on était dans un froid quand même assez violent. C'était la première fois que j'avais des températures autour de moins 15. J'étais pas descendu en dessous encore, mais moins 15 avec beaucoup de vent. Donc en fait c'est que ça augmente vachement le facteur de froid. Ça commence à faire, quand on vient de Bretagne surtout. Quand on vient de Bretagne, on dit qu'il fait froid en Bretagne, mais non, en vrai là il fait vraiment froid. Et non, en fait j'ai adoré, pas le froid forcément, mais en tout cas j'ai adoré l'univers et tout, et puis ce côté un peu extrême, ça me faisait kiffer, quoi. Et du coup je décide, à la base je postule à plein de masters en fait en Norvège.
En fait, j'avais vraiment l'idée que j'allais y rester. Et quand même, pour assurer la mise, j'ai aussi postulé en France. Tous les masters un peu qui existaient dans le... en fait, il n'y a pas vraiment de master glaciologie qui existe, en tout cas en France. En Norvège non plus. En fait, c'est rare qu'il y ait vraiment un master en glaciologie. C'est déjà trop spécifique dans le monde de la recherche. Ouais. T'en as qui existent, je crois, au Pays de Galles ou quoi, mais bref, c'est assez peu. Ouais. Donc je finis par viser ces trucs-là un peu de climatologie. En gros, c'était ça que je visais. Et en fait, j'ai pas été pris en Norvège au début. J'ai pas été pris au début. Et 2 mois après, ils m'ont recontacté en me disant « Ah mais en fait, t'as une place si tu veux ». Mais j'ai déjà été accepté à ce moment-là à Grenoble. Donc à Grenoble, c'est quoi comme master ? Et le master, en fait, c'est un master de climatologie, donc ça s'appelle système climatique. Atmosphère, hydrosphère, cryosphère. Donc ça touche en fait à toutes les composantes fluides de la Terre. Donc littéralement ce que j'ai dit quoi. Atmosphère, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Après hydrosphère, c'est tout ce qui est océan, mais aussi rivière et je sais pas lac, enfin tout ce que tu veux quoi. Et ensuite cryosphère, c'est tout ce qui est gelé. Donc tu vas avoir banquise, iceberg, glacier, permafrost, tout ça. Donc c'était un peu le seul master pour le coup en France, ce que je voyais qui avait quand même ce truc où ils arrivaient quand même à mêler un peu les techniques de géosciences avec l'aspect vraiment physique quand même assez important quoi. Souvent t'as un master qui va faire full physique, mathématiques, modélisation et tout, ils sont très bons là-dedans, mais tu vas toucher beaucoup moins à des outils de terrain. Et ou alors c'est purement géosciences et à ce moment-là tu vas pas utiliser vraiment des outils un peu avancés en géophysique et tout. Du coup ça avait l'air d'être le bon compromis et puis ça s'était placé à un bon endroit aussi. C'est vrai que retourner à Paris, il y avait des bonnes écoles et tout, mais en vrai Grenoble c'était quand même plus alléchant. Il y avait les montagnes et tout et du coup pourquoi pas quoi. Ouais, c'est clair. Donc tu intègres le master et donc ça se passe bien le début. Tu pars directement, tu te lances directement dans des expéditions, dans des projets dès le début. Dans le master, non. J'ai fait une première année dans le master et en fait les premiers mois j'étais malheureux comme pas possible parce que j'étais là mais putain je devrais être en Norvège, c'est pas possible. Je regrettais en fait mon choix alors que j'avais choisi, c'était vraiment le moment j'avais tellement à faire un choix impossible, c'était horrible quoi. Parce que je suis allé aussi à Grenoble parce qu'il y avait aussi une espèce de possibilité d'aller en Antarctique dans l'année là que je viens de finir. Je suis pas allé en Antarctique, spoiler, mais c'était possible en théorie. Au final ça s'est pas fait. Donc voilà, du coup j'étais un peu qu'est-ce que je fous là, c'est quand même con et voilà. Mais après c'est là que j'ai quand même commencé à faire de la montagne pour de vrai quand même. Parce qu'encore en Norvège c'était plus la découverte. Mais c'est vrai qu'à Grenoble et puis dans les Alpes françaises, on est quand même bon en alpinisme, en escalade, en ski, en tout ce que tu veux. C'est clair. Parce qu'en Norvège c'est plus l'esprit un peu aventure. Donc tu y vas même quand t'as pas forcément de skills ou quoi. Même si, les Norvégiens sont très bons, hein, c'est pas ça que je dis, mais juste ils sont aussi beaucoup plus ballsy quoi. Nous on est là à faire vachement attention à tout l'équipement et tout doit être parfait. Et voilà. Mais du coup c'est une super école, donc être là, moi j'ai commencé vraiment à rencontrer des potes qui pour le coup sont très bons en montagne et qui m'ont emmené. Et donc ça j'ai vraiment eu de la chance et je commençais à faire mes premiers couloirs. J'ai acheté mes skis de randonnée là-bas. J'avais vendu ma voiture d'ailleurs parce que je me disais en fait de toute façon à force de bouger comme ça, qu'est-ce que je vais foutre avec une voiture? Ça n'a pas de sens. J'ai vendu ma voiture, j'ai acheté une paire de skis. À Grenoble À Grenoble. J'ai fait beaucoup de skis, beaucoup d'escalade. J'ai commencé à faire un peu d'alpinisme, mais c'est un monde qui est quand même très fermé. Donc il faut aussi rentrer par les portes, c'est un peu comme la voile ici, tu vois. Donc du coup chaud. Et puis il y avait quand même pas mal de cours, c'était assez intense, il fallait trouver un stage. Et c'était pas si facile. Donc j'ai fini par trouver un stage au Canada. Il y a une espèce d'offre qui s'est montée. Ça s'appelle Mitax le programme. Si vous avez une université qui est en lien avec Mitax, on va regarder parce que c'est
trop intéressant. En fait, t'as une bourse ultra conséquente qui te donne pour partir au Canada. Okay. Avec les universités qui sont en lien en France, mais pas que françaises, quoi. C'est un peu un programme international pour aller au Canada. Et du coup, je regarde un peu les stages qui sont proposés. C'est un peu genre en mode Parcoursup, il faut faire un peu une espèce de, de classement des stages qui t'intéressent, qui font kiffer. Et en fait, je vois plusieurs stages. J'en vois un notamment qui part. Là, tu parlais d'expédition et tout, mais justement, moi, je visais le terrain absolument. Ouais. J'avais pas du tout envie de finir, encore une fois, devant mon ordinateur. Ça, c'est la constante. Du coup, tout ce que je peux faire sur le terrain, je le prends. Et en fait, je vois que sur le terrain, il y a un stage qui part dans une expédition qui part depuis l'île de Vancouver. Okay. Et qui va dans tout l'océan Arctique. Je fais une expédition du coup dans un bateau d'expédition scientifique incroyable. Et je vois qu'en fait, ça m'intéresse trop, je vais essayer de le faire. Donc je le mets en premier choix. Et après, il y a d'autres stages où je peux conduire des drones, je peux faire des trucs comme ça, par-ci par-là. Et il y a un autre stage auquel je postule quand même, qui s'appelle Dust Storm Emission c'est quoi in the Arctic ou je sais pas quoi. En gros, tempête de poussière dans l'Arctique. Ok, on va regarder quand même. Il y a marqué Arctique dedans, donc voilà. Et en fait, je regarde et je vois que c'est la modélisation en gros de l'impact de la poussière des hautes latitudes sur l'atmosphère. Ouais. Bon, ça va me revenir en stage de L2 moyen, quoi. Et après, en fait, je me retrouve avec une interview avec le gars qui gère ce stage-là. C'est la seule interview que j'ai de tous les stages auxquels j'ai postulé. Okay. Et dans l'interview, il me fait ouais, en fait, j'ai vu ton parcours et tout, t'as fait du terrain, machin. Si t'intéresse, tous les ans, nous, on envoie un étudiant pendant un mois dans le Yukon, au Canada, c'est à la frontière avec l'Alaska, ouais. Pour faire du terrain là-bas, quoi, pendant un mois. Et je fais ok, je m'attendais pas à ça, mais trop bien. Donc là, on est en début de deuxième année de master, fin de première année de master. Ouais. Et du coup, en fait, je finis par passer ce stage-là en premier choix. Ok. Parce qu'en fait, c'est vraiment un superviseur incroyable qui m'a vraiment dit, en fait, qu'est-ce qui t'intéresse de faire dans ce stage-là ? Ouais. Qu'est-ce que tu sais faire ? Qu'est-ce que tu veux développer et tout ? Okay. Je dis, moi j'aime bien les drones, en gros. À l'époque, j'avais conduit un peu des drones et je trouvais ça cool. Okay. Sur le terrain, je trouve que c'est un outil assez cool. Et je lui disais, il y a peut-être une possibilité de voir l'évolution des dunes à cet endroit-là. J'avais déjà vu des dunes de neige évoluer quand j'étais à Finseux, là. Donc vas-y, on va tester, quoi. Et il me fait, pas de problème, je suis en contact avec un gars à l'université de Calgary qui lui, c'est un pro des drones. Et du coup, on t'amène des techniciens et tout, et puis on va te former, quoi. Je fais, ok. Donc j'ai passé comme ça, du coup je suis parti en fin avril, ouais. Pour tout le mois de mai, dans le Yukon, une station de recherche paumée. T'arrives là-bas, il y a quoi globalement ? C'est quoi ? C'est un bâtiment de formation ? En fait, j'arrive là-bas, il y a une ville. Ce qu'il faut voir, c'est que le Yukon, c'est une région du Canada qui fait 3 fois la taille de l'Espagne. Il y a 35 000 habitants. Ok. Imagine la densité de population, donc, c'est chaud, quoi. Ouais, il faut marcher pour trouver quelqu'un, quoi. Il faut marcher, en marchant, ça va être dur. Surtout qu'il y a des ours. C'est l'un des endroits où il y a la plus grande densité d'ours, peut-être la plus grande densité d'ours au Canada. Ok. Et exactement là où j'étais dans le Yukon. Donc voilà, j'évite de faire trop de conneries. Et en fait, j'arrive là-bas, déjà t'as l'aéroport de Whitehorse. Parce que c'était un peu, si tu regardes un peu, c'est assez classe. C'est vraiment l'endroit où t'as les chercheurs d'or pendant la ruée vers l'or. Ils sont tous allés. Oui. Et après le Yukon, ils sont partis en Alaska, en gros. Mais vraiment un endroit hyper rude et tout. Donc t'arrives à Whitehorse et de là il y a une route qui amène jusqu'à donc la station de recherche, qui a 2h30. Et c'est la Alaskan Highway, l'autoroute d'Alaska qui a été construite en gros pour relier l'Alaska avec le reste des États-Unis en passant par le Canada. Ah oui, ok. Ouais. Et qui a été construit en gros pendant la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Tu passes là-dedans, c'est la route la plus pourrie du monde. Mais il y en a qu'une. Il y a vraiment, tu passes que par là, mais ça fait vraiment genre le rêve un peu
du road trip en Amérique du Nord, c'était dingue quoi. Et puis on voyait passer des ours comme ça sur le bord de la route. Ouais. T'avais des élans aussi qui passaient, toutes sortes d'animaux complètement inattendus. Et ouais, premier truc qu'on nous dit arrivé à la station de recherche, c'était vous avez entendu parler de l'ours, vous savez comment te défendre et tout, si jamais vous voyez un ours, c'est comment réagir. Et en fait, on avait un topo mais hyper long quoi. Okay. Et la seule arme qu'ils nous donnent pour se défendre, c'est un espèce de spray, tu vois, l'espèce de spray à ours poivre là. Ah ouais. Et t'es là, tu fais putain, qu'est-ce que je vais foutre avec ça. Et ils nous disent après, il faut faire du bruit, il faut être en groupe. D'accord. T'es là à te retrouver autour de la station, à chanter, à gueuler, à parler tout seul, parce qu'en fait, t'as l'ours et puis quand on tombe la nuit, t'es un petit flippé quoi. Ouais, bah oui. Donc et puis station de recherche. Bon moi, le truc c'est que j'arrive en mai. Du coup, j'ai pas vu le Yukon vraiment de l'hiver où t'as moins 30 en température à peu près habituelle. Ouais. Le lac, je suis arrivé, le lac était totalement gelé. Okay. Et au fur et à mesure, pendant tout le mois, je l'ai vu se dégeler au fur et à mesure. Ah, sympa. Très stylé. Ouais. Et puis ouais, c'était énorme. Enfin, c'était vraiment le premier. Déjà, c'était le premier voyage en dehors de l'Europe que j'ai pu faire. Et puis. C'était peut-être le plus extrême aussi, quoi. Ouais. C'est là où. C'est pareil, c'était un peu une confirmation de. Ok, est-ce que c'est vraiment. Pour moi, je voulais le voir aussi. C'est est-ce que ce terrain-là que j'arrête pas de parler, est-ce que c'est vraiment ça qui m'intéresse quoi. C'est clair. Est-ce que je vais tenir, ou pas. Et il se trouve qu'en fait j'ai adoré ça quoi. J'étais trop bien, j'étais vraiment dans mon élément pendant tout le long. Trop cool. Ça a commencé 2 semaines avec toute l'équipe. Ouais. Et histoire qu'ils me passent aussi la main pour que je sache en fait faire tous les protocoles moi-même. Ouais. Et en fait au bout de 2 semaines, mon superviseur et puis les collègues, ils sont partis. Et c'est à ce moment-là que je devais en théorie superviser un autre gars, il avait 3 ans de plus que moi, enfin j'étais pas hyper à l'aise quoi. Et puis, enfin, tu vois, mon superviseur il me redonne les clés de la voiture, il me donne l'équipement là, à 100 000 balles minimum. Je suis là, mais bordel, qu'est-ce que je fous avec tout ça. Enfin, j'étais terrifié et je pensais pas du tout que j'en étais capable, tu vois. J'étais là en mode, non mais qu'est-ce qu'il fout là. Je me retrouvais pareil au milieu de mon terrain quoi. C'était une espèce de vallée un peu désertique. En fait, c'est ça que j'étudiais, c'était comment en fait la rivière qui s'est retirée, elle a impacté en fait la vallée et en fait la sécheresse de la vallée qui se crée et qui impacte énormément en fait des populations locales, notamment des Premières Nations de Cluny Lake. Et en fait ça assèche absolument tout, ils ont des gros problèmes d'incendie qui peuvent pointer. Chaque année on entend en Colombie-Britannique ou au Yukon des feux mais gigantesques. C'est normal parce qu'en fait c'est des forêts de pins qui s'arrêtent pas et c'est de plus en plus sec en vrai. Du coup c'était un peu ça que j'étudiais, mais je me retrouvais au milieu de ce champ-là, il y avait une tempête de sable. Tu te retrouves seul? Et j'étais seul. Waouh, ok. J'étais seul, j'avais mon petit téléphone satellite et aucun réseau évidemment. Ouais. Et puis ouais, c'était voilà, on va espérer que ça se passe bien quoi. Ouais, trop bien, ça se passe bien. Ouais. Et ça se passe super bien. Ça dure combien, 1 mois? Ça dure 1 mois en tout. Ouais. Donc mes 2 semaines seul quoi. Mais ouais. Et ensuite je prends l'avion de retour à Montréal cette fois. Ok. Où là je passe 3 mois pour analyser les données. Pour finir le stage, ça se passait en fait. Parce que évidemment du coup quand tu fais ça, c'est un peu peut-être le souci quand tu fais de la science comme ça. Et que t'es pas technicien, tu fais en fait une petite partie sur le terrain, mais qui est quand même énorme. Hein. Je vais pas me plaindre, tu vois, mais tu fais ça et ensuite le reste du temps et la majorité du temps en vrai, tu la passes en fait dans les bureaux à analyser tes données. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai traité mes images au drone, créé mes modèles 3D, commencé à faire des analyses, qu'est-ce que j'allais pouvoir en tirer et tout, et puis après écrire le rapport. J'avais quand même un stage à valider quoi. Ouais. Donc voilà. Mais trop cool. Ça continue les études, ça continue. Tu rentres en France évidemment. Ouais. Vient une 2e année de master du coup? Et pas tout de suite. Parce que la 2e année de master, c'est cette année du coup. Ouais, donc t'as pris une année de césure en fait. C'est là que j'ai pris une année de césure, ouais. Mais donc t'as fait des choses pendant cette année de césure parce que moi le premier truc que j'ai noté après le Yukon, c'est la Patagonie. Ouais. Donc Patagonie, pour situer, on part au sud de l'Amérique. Alors la Patagonie, c'est une grosse région, que ça peut être au sud du Chili ou de l'Argentine. Toi, t'étais plutôt côté peut-être. J'étais au Chili. En fait, j'étais. Enfin, faut voir que t'es à la frontière, ouais. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est très petit. Ouais. Enfin, c'est assez fin. C'est fin. Géographiquement, c'est fin, voilà. Le Chili, c'est le pays le plus long du monde. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est hyper fin. C'est très bizarre comme pays.
Et donc c'est pareil, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu te retrouves dans quoi globalement? T'arrives où? Alors, quand même pour la petite histoire, en fait moi j'arrive en césure, je suis complètement... je suis en mode ok, j'ai envie de prendre cette césure. Moi j'avais noté à mon superviseur de master ou quoi, je lui ai dit bon bah je prends cette césure là, parce que tu sais, il faut la justifier et tout, je prends cette césure là parce que j'ai envie de monter un projet d'expédition scientifique. Et ça c'est pas venu de nulle part non plus, c'est pendant le Yukon justement. Il y a un pote à moi, Bartek, un pote polonais que j'ai rencontré en Norvège, qui m'avait dit Malo, t'es pas chaud, on demande en fait des bourses National Geographic ou Explorers Club, et puis on monte notre propre expédition scientifique. Moi je suis là, comment ça tu vois, qu'est-ce que tu vois, on est en master, qu'est-ce que tu racontes? Et après je fais bah vas-y, ça me chauffe quand même. Enfin là je me dis, je suis au Yukon quand même, je fais un terrain, enfin je veux dire bon, il y a peut-être moyen que je fasse au moins un petit truc quoi. Enfin je sais faire des trucs quoi. Et lui aussi, lui il était aux Svalbard déjà depuis un moment, et lui c'est un skieur pro, donc il a déjà fait des projets un peu perso, il a fait des films de ski et tout, enfin un mec est vraiment chaud quoi. Donc je fais bah trop bien, en plus là si on est à deux à monter ça, ça motive quoi. Donc ça commence au Yukon. Et le fait est qu'à ce moment-là, Bartek, il avait pas trop d'idées de projet, donc tout était possible pour lui. Moi, j'avais déjà un peu une petite idée qui émergeait depuis un moment, une espèce de rêve, tu vois, mais qui faisait. Enfin, j'avais commencé un peu à développer à Bergen en Norvège, la première fois que j'étais allé. Il fallait que je réfléchisse à un projet de mémoire en fait, de master. Et en fait là je me disais mais putain, si on utilisait des drones sous-marins et des drones aériens pour étudier les fronts glaciaires, ça serait stylé quoi. Et je fais à Bartek, bah, est-ce que ça ne pourrait pas faire un projet comme ça, et puis du coup on regarde qu'est-ce qui est possible et tout, et c'est comme ça que le projet commence à se monter. Et donc j'arrive en césure, donc je demande avec tout ça je demande du coup à mon superviseur, est-ce que c'est possible de faire une césure pour ça? Il me dit banco, il n'y a pas de souci, vas-y. Du coup, let's go monter son propre truc, ça va être super. J'y croyais pas tellement au début, mais voilà. Et donc, on commence à monter cette expé, et entre-temps, il y a des... je m'abonne un peu à des listes de diffusion qui te donnent les offres de stage, les offres de terrain, plein de trucs comme ça qui existent dans notre monde un peu de glaciologue. Et là, je vois un truc qui pop, qui avait déjà popé l'année d'avant, mais j'étais en cours, quoi, donc je pouvais pas. Qui dit Patagonian Icefield Research Program, PIRP. Je fais putain. Donc là, c'est en gros je lis le truc, c'est une classe internationale de glaciologie où tu vas étudier le champ glaciaire de Patagonie, qui est l'un des plus grands du monde en vrai. Et ça a l'air trop bien, quand tu vas vraiment sur le terrain, c'est une vraie expédition. Ils ont déjà fait ça, ils ont démarré ça il y avait 3 ans de ça, sur le glacier Grey, donc glacier gris, dans le parc de Torres del Paine. Et donc un parc hyper connu, quand tu regardes en fait les images de Patagonie, c'est ça que tu vois généralement. Donc c'est tout au sud du Chili, pour situer? Ouais, c'est tout au sud du Chili. La Patagonie en global, c'est tout au sud du Chili. Et là, en fait, moi j'ai pris un avion pour Punta Arenas, qui est vraiment au bord du détroit de Magellan. Et c'est là qu'il y avait, pour ceux qui connaissent, c'est là qu'il y avait en fait le crash de l'Endurance de Shackleton et tout, donc toutes ces histoires un peu de marins un peu tarés qui sont partis tu vois, le Cap Horn. On est proche du Cap Horn, c'est ce que j'allais dire. Ça, on est très proche du Cap Horn. Donc en fait tous les départs, notamment des campagnes antarctiques des US et puis pas mal en fait d'institutions comme ça mondiales, en fait ils ont tous leurs bateaux d'expédition qui sont parqués à Punta Arenas. Donc en fait c'est vraiment un super lieu pour ça. Alors que Ushuaia c'est plus tourisme. C'est plus le tourisme antarctique. Donc Punta Arenas c'est pas très beau en fait. T'arrives là-bas, c'est hyper industriel, c'est des maisons, déjà c'est des rues qui sont hyper quadrillées quoi, un peu comme en Amérique du Nord. Mais avec beaucoup moins, je sens qu'il y a quand même beaucoup moins de moyens quoi. Donc elles sont un peu faites briques et de broc, tu vois le truc, bon tu te dis je suis arrivé dans quoi. Et ce qui frappe c'est juste le vent mais de taré quoi, genre t'es là-dedans, tu te dis mais c'est pas possible. Puis là t'as notre guide qui est venu nous prendre à l'aéroport, et parce que l'histoire de l'aéroport c'était quand même terrible aussi, mais elle vient nous chercher les 4h du matin, et en fait tu vois il y a des bourrasques, je sais plus à combien de kilomètres heure, mais un truc énorme quoi.
Tu vois, en Bretagne, on dit qu'il y a du vent, mais là-bas, c'est carrément autre chose. Hein. Ouais. Et elle nous dit ah non, c'est une petite brise, ça t'inquiète. Waouh, ok. Bah super. Très bien, donc ça va être sympa la semaine de campement. Puis j'arrive du coup 4h du matin. J'arrive après dans mon logement et tout. J'arrive à m'enfermer à l'extérieur. Ouais. Et là, c'est le moment où en fait, je suis là, il est 4h du matin, je suis bloqué dans une ville que je connais pas et je suis bloqué à l'extérieur comme un con. Ouais. Ah, mais putain, j'ai laissé mon téléphone à l'intérieur, c'est quoi ce bordel? Et là, j'arrive à trouver une fenêtre à l'arrière, la fenêtre des chiottes, qui est toute petite, qui était entrouverte. Et là, j'ai fait, bon bah, on va utiliser l'escalade d'escalade et puis on va essayer de passer à l'intérieur. Et je me retrouve à prendre une petite brouette que j'ai trouvée dans le jardin. Enfin, je pense que si t'avais des mecs qui m'avaient vu à ce moment-là, ils auraient appelé la police direct, j'aurais fini au poste. Donc, bref, je me réveille le lendemain et là, tout va bien. J'ai dormi et on me sert pour la première fois du maté. C'est la fameuse boisson. Tu découvres un peu la région là-bas et globalement ton stage en lui-même, enfin ton expédition, elle se passe où concrètement? Dans la ville même où t'es? Non. Donc t'as le parc national Torres del Paine. Ouais. Qui se trouve plus au nord en fait. Ok. Donc on a fait peut-être 2-3 heures de route quand même. Pour rejoindre Puerto Natales, qui est une ville bien plus touristique, beaucoup plus sympa aussi quand même, il faut le dire, et qui est vraiment au bord du coup de ce parc national. Et en fait de là, s'enchaînent plein de trucs logistiques pour en fait finir par arriver sur l'endroit d'expédition. Ok. Qui est plus reculé, je suppose. Qui est plus reculé, ouais. En fait, là, l'idée, c'était la première fois qu'on allait étudier un glacier dans ce fjord là. Ok. Parce que jusque-là, Grey Glacier, en fait, c'est un glacier qui est hyper étudié, puis qui est énorme, qui est magnifique à voir. Mais il y a des glaciers un peu plus petits et tout qui valent quand même le coup d'être étudiés parce que les processus sont un peu différents. Ouais, carrément. Donc là, on va dans ce fjord là qui s'appelle le fjord de Las Montañas. Et en fait, donc on démarre de Puerto Natales, on prend un petit bateau chilien là, dans le port, qui était assez énorme. On voit aussi des king crabs, cette espèce de, je sais pas si c'est pas des araignées de mer ou quoi, mais c'est le mets vraiment super à la mode là-bas, qui coûte très cher. Et là, on voit les pêcheurs qui virent tout ça, énorme. Et après, on fait peut-être 3-4 heures de bateau. Okay. Dans les différents fjords, on voit des paysages mais juste incroyables quoi. Tu vois, c'est la première fois où t'étais dans un fjord et tu vois un glacier au loin qui descend dans le fjord. Ouais. Là, tu fais c'est fou quoi. Et ce qu'il y a de particulier en Patagonie, c'est que en fait, la raison pour laquelle il y a autant de glaciers, c'est en tout cas dans cette partie-là de la Patagonie, c'est une partie de la Patagonie qui est extrêmement humide en fait. Ok. T'as énormément de précipitations, contrairement à l'autre côté qui est plus désertique en fait. Ok. Et en fait, tu te retrouves du coup dans un endroit où potentiellement, tu vois, il fait relativement chaud par rapport au Svalbard par exemple. Ouais. Mais il y a tellement de précipitations, tellement de neige l'hiver et tout, et en altitude, qu'en fait, t'as des glaciers qui partent d'extrêmement haut et qui descendent très très bas, jusqu'au niveau de la mer. Et à côté, t'as des arbres très hauts. Okay. Et ça, c'est des paysages vraiment, je pense que tu vois nulle part ailleurs, quoi. Ouais. Donc incroyable, et d'autant plus que c'est vraiment des paysages où c'est des forêts primaires, ce qu'on ne connaît pas en Europe en fait. On n'en a pratiquement pas, en France surtout pas, on ne sait pas ce que c'est. Donc moi c'est la première fois que je vois des forêts primaires. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est brièvement, quelques mots? Bon, en gros c'est des forêts, je suis pas expert là-dessus du tout, mais c'est des forêts qui n'ont pas été touchées qui n'ont pas du tout été touchées par l'homme, qu'on a laissé tranquilles. Contrairement aux forêts, tu vois, en France on a des forêts qui sont on a l'impression à un état relativement naturel, qui sont très belles, on est content d'aller se balader dans ces forêts, mais elles sont quand même un peu managées quoi. Tu regardes cet arbre là, tu te dis ah ben non, lui il faut peut-être qu'on coupe, et c'est aussi des forêts qu'on a peut-être replantées. Ouais, carrément. Parfois t'as des lignées d'arbres, bref. Et donc là pas du tout. Enfin si t'as un arbre qui tombe, on le laisse en place. T'as des espèces de lianes qui se font, enfin c'est le bordel quoi. Ah ouais. Du coup t'as une vie, un écosystème qui est juste fou là-dedans. Et à côté de ça, t'as des glaciers. Et donc on prend ce bateau là, on arrive après 3 heures de navigation sur une espèce de petite presqu'île quoi. Ouais. Et on voit notre glacier déjà depuis le bateau. Et la presqu'île en fait, il y a plein d'arbres partout, on arrive sur une espèce de plage. Donc ça ressemblait vraiment à Koh Lanta quoi, où t'arrives avec ton bateau,
On dépose toutes les affaires, on fait une espèce de chaîne humaine où on dépose tous les sacs. Vous êtes combien du coup à y aller? On est, je pense, une quinzaine, 15-20, quelque chose comme ça. Donc surtout des étudiants, mais après il y avait tout un staff soit des thésards, soit des postdocs, soit des chercheurs bien établis qui étaient là pour enseigner. Et puis on avait le guide, la guide Natalia, et puis du coup son mari du coup Camilo, qui lui est glaciologue, et tous les deux ils ont un peu monté le programme. Et en fait eux c'est en plus d'être glaciologue et tout, Camilo, c'est des gens assez incroyables où en fait c'est littéralement des alpinismes, des explorateurs, ils ont fait des premières ascensions un peu partout dans le monde. Beaucoup en couple justement, donc c'est assez cool. Et puis ouais, tu vois, tu les vois, ils vivent entre la Colombie-Britannique 6 mois et la Patagonie 6 mois, ça à l'année, un truc incroyable. Donc ouais, des gens vraiment incroyables. Et donc on arrive là, chaîne humaine, et il faut poser le camp dès le départ. On voit notre bateau qui part, on est tout seul. Puis on sait qu'en fait les hélicoptères ils peuvent pas opérer là-dedans, que l'histoire de secours en fait ça n'existe pas vraiment à cause des vents justement. Les bateaux, en fait le port il est fermé pour les mêmes raisons, quand il y a trop de vent, et ça arrive souvent qu'il y a trop de vent. Et donc on est là, on pose nos affaires et puis on est parti pour en autonomie pour rester 2 semaines. Puis après je sais pas, après dans les jours suivants on commence à explorer la zone, on commence à faire notre chemin dans la forêt, donc à couper à la machette des branches. Donc t'es là, t'es en mode forêt primaire top, mais en fait t'es là à faire ton premier chemin dedans, t'es en mode c'est bien, mais c'est stylé d'être dans cet environnement-là, mais tu participes en même temps à créer le truc. Ça pose des questions, mais en même temps, c'est aussi important d'étudier ces glaciers, donc tant qu'il n'y a pas non plus un afflux énorme, ça va. Donc on commence à faire ça, donc expérience de dingue. Il fallait aussi qu'on aille chercher l'eau tous les matins, tu vois, donc on fait des rotations comme ça. On va avec nos gros bidons, on parcourt 1 kilomètre aller, 1 kilomètre retour, dans une espèce de falaise pour aller chercher la cascade, un truc de fou quoi. Et toi ça te plaît à ce moment-là, tu te rends compte que t'es au bon endroit, que tu vis le truc dont t'avais envie? Ouais, là je vis littéralement l'aventure, comme ça c'est sûr. Ça c'est sûr que c'est l'aventure, mais du coup ça te plaît toi? Moi ça me plaît à fond, Là je suis encore une fois, je suis dans mon élément, là je suis bien. Là en fait moi ce que ça me fait dans ces moments-là, c'est que t'as aucun réseau. Donc t'es forcé de toute façon de te déconnecter et tu vis un truc honnêtement moi vivre ça, même plus que le Yukon, je l'imaginais même pas en rêve quoi. Parce qu'on en parlait de quelle destination t'as envie d'aller et tout machin, tu te dis la Patagonie, tu vas un peu pour rigoler quoi. Mais jamais tu te dis que ça va être réel. Et en fait là j'y suis et putain je suis en mode qu'est-ce que c'est que ce bordel. Et je suis en train d'aller pour la première fois aller étudier un glacier quoi. Pour la première fois parce que la base, tu vois, moi l'Antarctique c'était mort. Le premier stage que j'ai fait, alors que je voulais étudier les glaciers, j'ai étudié des dunes de poussière quoi. C'est en mode, c'était hyper bien, mais c'était pas encore le sujet qui m'intéressait vraiment. Et là, pour la première fois, j'ai cette chance de pouvoir faire ce qui me plaît vraiment et de pouvoir, encore une fois, tester vraiment, est-ce que c'est ça? Et donc tu passes 2 semaines là-bas. Je passe 2 semaines là-bas. Tu restes en Patagonie ensuite pour étudier, pour analyser les recherches que vous aviez fait. On est resté vraiment pas longtemps. On est resté. En fait, on est parti un peu plus tôt que prévu du terrain parce qu'il y avait un gros coup de vent qui était annoncé. Et on voulait pas rester là. Donc, du coup, ça a fait qu'on est resté plus longtemps en fait à travailler sur nos résultats. On est resté 5 jours, un truc comme ça. Ah oui, ok. Pas beaucoup plus. En vrai, l'idée c'était un peu une école internationale, donc en fait, t'avais surtout les thésards qui étaient acceptés là-dedans. Et donc, t'as quand même un emploi du temps, tu vois, quand t'es en thèse, t'es pas en mode, tu peux pas rester toute ta vie à faire ces projets-là, même si tu peux coller un de tes projets de thèse avec cette opportunité de terrain, c'est possible. Mais c'est plus chaud, je veux dire, pour une campagne de terrain, ça reste assez court quand même. Donc, il y a ça, et puis en attendant, on a préparé en fait une espèce de mini-conférence pour parler aux populations locales. Donc beaucoup de montagnards, des guides et tout qui voulaient un peu en savoir plus sur la région. Et puis là c'était tant mieux parce qu'il y avait un peu toute une équipe de glaciologues, et différents chercheurs vraiment quand même qui ont différents domaines, donc trop bien quoi pour les populations locales,
C'était super. Donc moi j'ai fait ma présentation en espagnol. Ok. Je ne parle pas un mot d'espagnol. Stylé, sympa ça. J'étais là avec mon espèce de petit prompteur, là, c'était terrible. Bon, les gens ils ont rigolé, j'avais un pote qui a réussi à me mettre des blagues tout du long. Je sais pas s'ils ont compris quoi que ce soit, mais en tout cas... Bon, s'ils ont rigolé. S'ils ont rigolé, bon voilà, donc tant mieux. Mais ouais, du coup c'était hyper cool comme expérience. Puis c'était ça qui était cool aussi dans ce genre de programme, c'est que souvent t'as pas ça dans les programmes de recherche habituels. Tu te retrouves en fait souvent à faire ton terrain, écrire ton article, le publier potentiellement après des années de travail dans des revues à comité de lecture, un peu réputées machin et tout, et qu'en vrai le grand public il s'en tape quoi. Personne va aller lire ça et avant que ça touche le grand public il faut du temps. Ouais. Donc là ce qui est cool c'est que ça soit même au Yukon il y avait un peu cette dimension là où on a été voir les populations locales et pour le coup là c'était les Premières Nations. À chaque fois il y avait cette dimension là de communication qui était vraiment cool et ça me donnait aussi envie tu vois de dire ok si je fais ce genre de projet en fait le mettre dans en partie prenante tu le mets vraiment dedans, c'est hyper important d'avoir ce truc là de la communication quoi. Donc là ça m'a aussi montré ça m'a montré aussi beaucoup de choses en fait ce truc là sur concrètement comment ça se passe une expédition quoi. Ouais carrément. Parce que jusque là c'était juste dans mes rêves un peu, je pensais ok potentiellement c'est possible mais bon voilà je pensais jamais pouvoir en faire partie et là on m'avait demandé de même créer un peu mon protocole quoi. J'étais très libre sur qu'est-ce que j'allais faire donc c'est là que j'ai pu commencer à tester pour revenir un peu au projet qu'on commençait à monter avec Bartek. C'est là que je commençais à me dire est-ce que j'ai moyen de tester quelques méthodes sur ce glacier-là que je pourrais utiliser après au Svalbard, au Groenland ou autre. Et c'est là que le superviseur de là-bas il m'avait dit en vrai on a un petit packraft, c'est une espèce de mini kayak gonflable mais très résistant qui est utilisé surtout pour faire des grosses randos, un peu expédition et puis ensuite redescendre en rivière parfois sur des gros rapides et tout. C'est assez génial comme truc. Et lui en fait il a l'habitude d'utiliser ces packrafts là pour étudier des glaciers ou des lacs ou autres. Et il colle en fait un espèce de sonar sous le packraft avec ton petit moniteur qui est devant. Et moi du coup j'avais monté ce truc là, j'avais une petite GoPro sur le côté et j'avais un instrument de mesure ce qu'on appelle une espèce de CTD pour conductivité, température et depth pour profondeur. Et en fait c'est le genre de truc que tu utilises en océanographie et tout généralement pour étudier les profondeurs, les différentes stratifications et tout. Donc là je faisais une espèce d'étude générale en gros de la géométrie du front glaciaire avec la GoPro. Parce qu'en fait avec plein de photos, c'est ce que je faisais déjà dans le Yukon. Tu prends plein de photos, tu les mets à côté, tu les fais tourner dans avec un espèce d'algorithme et il te sort un modèle 3D là pour le coup du glacier. Et en plus moi mon idée c'était est-ce que si j'utilise le sonar en plus je pourrais pas créer en fait tu vois, les cartes nautiques ça te fait une espèce de bathymétrie donc en fait c'est la profondeur quoi. Donc c'est ça que tu as grâce à un sonar et là du coup j'allais utiliser ce sonar là juste à côté du front glaciaire pour avoir en fait aussi la géométrie sous l'eau. Et c'est un peu ça que je voulais utiliser derrière pour les expéditions suivantes que ce soit au Svalbard ou au Groenland. Et pour le coup, ça a marché. Alors même si c'était vraiment un truc de bric et de broc et tu vois les photos, en vrai c'est assez cool. Moi je suis là juste à côté de mon front glaciaire avec mon petit kayak. C'était quand même une expérience de ouf quoi. J'avance un peu dans le temps, mais globalement donc tu reviens de cette expédition et puis tu te relances direct. On n'arrête pas quand on est en si bon chemin. Et donc là tu passes de la Patagonie, par rapport à la France, bien au sud. Et bien à l'ouest et tu t'en vas à l'opposé et tu vas à un endroit dont tu nous parlais tout à l'heure, les Svalbard, au nord de la Norvège, du coup tout au nord au nord du nord de la Norvège. Ouais, exactement. Et donc c'est globalement la même chose entre guillemets, c'est-à-dire que tu vas mener une expédition là-bas avec les mêmes intentions. Ouais, alors c'est un peu différent parce qu'en fait ce qui s'est passé là-bas, alors c'est déjà avant que je parte en Patagonie, je dormais chez un pote à Paris.
Et je reçois un mail. Donc c'est la veille du départ pour la Patagonie. Ouais. Et je reçois le mail, il me fait bon bah vous êtes pris à l'UNIS, aux Albarn. Je fais pardon. Ok. Ouais, c'est pareil, ça faisait partie d'un truc auquel j'avais postulé pendant l'année parce que j'avais peur de me faire chier pendant mon année de césure. Ouais. Et en fait, bah ouais, j'ai postulé aux Albarn, donc candidat un peu libre, machin. Donc c'est pour être scientifique sur une base? Non, en fait, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, l'UNIS, c'est un centre universitaire qui existe là-bas. C'est pas une université en tant que telle, mais ça accueille des universités comme une sorte de base où tu as quand même des chercheurs qui sont basés là-bas. Ouais. Pour mener des recherches sur le Svalbard notamment, mais en vrai sur tout l'Arctique, quoi. Et donc ils ont énormément de moyens logistiques et tout. C'est un archipel qui appartient en fait à la Norvège. Ouais. Il y a un contrat un peu étrange, mais en vrai ça appartient à la Norvège. Donc il y a des sous. En vrai c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ils ont beaucoup de moyens. Et en fait ils font des cours chaque année, ça fonctionne par bloc. Okay. Tu peux faire en gros 2 mois, en fait soit tu fais 6 mois d'un coup, qui va en gros être équivalent à un semestre. C'est surtout pour les licences ça. C'est ce à quoi j'ai pas pu postuler quand j'étais en licence à Sorbonne, parce que c'était double licence, donc t'as pas le droit parce que le parcours voilà, il ne fit pas exactement avec ce que tu veux faire. Donc à ce moment-là, j'étais dégoûté, mais je me disais, bon, il y a bien de moyens plus tard, je revienne aux Svalbard. Et c'est là que j'ai pu du coup revenir en cours de master. Ouais. Et les cours de master, c'est un peu différent, ça se passe sur 2 mois généralement, un peu moins de 2 mois. Donc c'est assez intense, t'as beaucoup de séminaires surtout. Et en fonction du cours que tu choisis, t'as beaucoup de terrain. Parce que bon, l'intérêt d'être là-bas, c'est quand même d'aller sur le terrain, quoi, d'aller voir les glaciers qui sont juste à côté, littéralement. Bien sûr. Aussi, en fait, tous les jours, tu dois te balader en motoneige, à ski, certains en chien de traîneau. Enfin bref, truc de fou. Donc, ça, c'est ta vie de tous les jours qui est comme ça. Donc, c'est c'est une super école pour l'Arctique ou l'Antarctique. Tu peux pas rêver mieux, quoi. Pas à ma connaissance. Et du coup, je suis pris pour un cours de météo. À la base. Donc on est là sur le terrain à installer des stations météo dans un gros blizzard parfois, il y a des vidéos, elles sont assez terribles. Et c'est encore la nuit polaire, donc tout ce qu'on voit c'est des aurores boréales de temps en temps. La lune quand elle est pleine, c'est ça qui nous éclaire. Et sinon faut investir dans des putains de lampes frontales, quoi. Et il y a des ours blancs, beaucoup plus dangereux que les ours que j'avais vus moi au Canada. Et du coup on se balade tout le temps avec un fusil. Donc puis là avec en plus c'est des fusils qui étaient là pendant la Seconde Guerre mondiale qui appartenaient aux Allemands, donc tout jeune, quoi. Les Mauser, ils appellent ça, des trucs super lourds. Mais c'est clair que ça fonctionne pour les ours, quoi. Donc en fait on démarre là-bas une semaine d'entraînement hyper intense pour savoir en fait gérer les conditions de l'Arctique sur le terrain et savoir survivre, quoi. Donc là tomber sous la banquise avec toute une combinaison de motoneige qui n'est pas du tout faite pour l'eau. Donc tu te retrouves avec les bottes qui sont pleines d'eau, tu sors, ça commence à geler avec des espèces de gros sabots. Donc tout un truc d'entraînement comme ça. Pareil, on apprend à tirer pour pouvoir se défendre si jamais on a une attaque d'ours polaire. Puis l'important c'est pas tirer, encore une fois, c'est de savoir comment gérer la rencontre en général pour ne pas avoir tiré. C'est ça qu'on apprend surtout. Et bref, tout ça. Donc à la base je pars pour 2 mois. Je finis par rester là-bas 6 mois, voire 7. Parce qu'à chaque fois en fait j'arrive à être pris dans un autre cours auquel j'avais postulé avant, mais sur lequel j'étais sur liste d'attente. Et en fait, au dernier moment, il y a une place qui se désiste par un miracle et ça me l'a fait 2 fois ce truc-là. Donc, je me suis retrouvé resté 6 mois. J'étais là, nickel. Trop cool. Donc, d'abord, je vais dans un cours qui va en mode glaciologie, mais en rapport avec les océans. Donc, c'est vraiment le domaine qui m'intéresse à fond, ça. Donc, trop bien. Et le cours suivant sur la dynamique de la neige, des avalanches. Donc, trop bien aussi. Enfin, bref, là, on va sur le terrain pratiquement tous les jours. Enfin, vraiment super. Et alors pourquoi c'est ce thème-là de la glace et de l'océan qui te plaît si particulièrement? Est-ce que tu sais pourquoi à un moment donné c'est ça plus qu'un autre sujet c'est un peu étonnant, c'est devenu un peu une obsession.
assez étrange. En vrai, je pense que le point de départ, ça doit potentiellement être ces documentaires-là que j'avais visionnés et que j'avais juste envie d'être dans ces lieux-là parce que, en fait, je sais pas, moi dans les documentaires, je voyais un front glaciaire, je me disais mais c'est juste trop beau comme truc, tellement impressionnant. Je sais pas, ça me faisait quelque chose quoi. Genre, j'étais là, c'est peut-être un peu con à dire, mais je vois ça, je me dis ouais, trop stylé. Et après, il y a tout le côté polaire. Où, je trouve que des fois ça me fait un peu chier d'être né dans cette époque-là, où je me dis merde, tu serais né dans une autre époque, t'aurais tellement plus de trucs à vraiment découvrir sur la Terre, tu serais pas obligé de partir dans l'espace avec des moyens un peu too much quoi, et surtout avec les problématiques du changement climatique et tout ce que tu veux. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a plein de choses auxquelles tu dois penser, comparé à avant. Et puis la plupart des endroits ont été un peu explorés en vrai. C'est con mais voilà, c'est comme ça. Et je me dis que les régions polaires, c'est un endroit qui reste relativement peu touché par l'homme. Et s'il est touché, généralement t'as le vent qui ramène de la neige sur les traces. Je veux dire, ça reste peut-être l'un des endroits les moins touchés par l'homme. Ouais, ok. Même si indirectement les glaciers fondent, la neige elle se fait de moins en moins fréquente et tout, ça évidemment. Mais quand t'es là-bas, et que tu fais pas des mesures directes, c'est plus difficile de voir cette trace de l'homme. Ouais, ok. Donc ça me fait kiffer. Et puis c'est l'aspect extrême. Moi je pense que je suis aussi attiré par... je pense en vrai de plus en plus ça me traverse de peut-être aller dans les déserts, d'aller peut-être dans la jungle. J'ai un pote qui est en Guyane, je me dis des endroits un peu extrêmes. Donc t'es ouvert à aussi découvrir d'autres choses que la glace, les océans, etc. Ouais, je suis ouvert, même si je sais que ça reste même mon domaine et que je m'en suis aussi fait un peu une fixette parce que je me suis un peu dit à un moment, en fait, si j'ai envie d'être bon dans un domaine, faut que je me concentre sur ça. Oui. C'était ce que m'avait dit un des profs en prépa d'ailleurs. Malo, reste pas le cul entre deux chaises. Donc j'ai un peu pris au pied de la lettre en me disant, je vais arrêter de partir dans tous les sens parce que c'est vrai, il y a tellement de trucs qui me plaisent dans la vie. J'ai envie de faire plein de choses tout le temps. Mais là, je me suis dit, si je peux me concentrer sur un truc, avoir je vais faire ça. où on était vraiment bon, quoi. Voilà, c'est ça. Et ensuite, utiliser cette spé-là pour pourquoi pas explorer d'autres choses, faire des discussions avec d'autres gens qui sont dans d'autres domaines, c'est pas exclu, quoi. Donc, c'est vrai que ça te parle des glaciers, mais ça parle pas de pourquoi les océans. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de potes à Grenoble qui, eux, ça les intéresse pas du tout. Moi, je leur parle d'océan, ils sont en mode, mais c'est chiant la mer, je veux dire, c'est tout plat. En gros, on est sur la plage et puis après, il y a rien à voir. Tu vois, tu fais, c'est chaud quoi. Tu dis ça à un Breton, c'est chaud. Et tu vois, là, on est en bord de mer. Non, tu vois. Non, je pouvais. Non, mais moi, ça fait partie de. C'est toute ma vie quand même la mer, même si je l'ai passé et finalement toujours surtout en bord de plage, jamais vraiment à partir. Mais c'est peut-être aussi ce qui m'a motivé, tu vois. Moi, je viens de la campagne. Un peu en bord de mer, mais pas suffisamment proche pour pouvoir y aller tous les jours et en profiter tous les jours. Et en fait, d'avoir cette envie un peu grandissante au fur et à mesure de se dire, mais putain, t'as l'horizon qui est là. De l'autre côté, je peux être aux États-Unis si j'ai envie, je peux traverser le golfe de Gascogne, je peux partir explorer les régions polaires, l'Islande, le Groenland, tout ce que tu veux. Il y a un vrai côté aventure que je trouve que tu trouves moins dans d'autres régions du monde. Parce que c'est des régions tellement difficiles d'accès, qui sont toujours hyper violentes. En fait, il y a peu de gens qui, malgré tout, qui prennent le pas et ils y vont. Étudier ça, en tant que scientifique, ça t'amène dans des expéditions qui sont encore plus exigeantes et avancées que ce que tu ferais en fait si tu prenais un billet extrêmement cher de touriste pour aller voir l'Antarctique. C'est clair. Et puis tu fais un truc utile. Je veux dire, moi c'est aussi ce qui m'attire. C'est là où j'allais en venir. Est-ce que tu as choisi ce métier parce qu'il était utile à la planète, entre guillemets, tu vois, qu'il apportait quelque chose, ou est-ce que ça c'est une conséquence, c'est-à-dire que tu as choisi un truc que tu aimais et finalement tu es content que ça serve aussi à l'environnement, à la population humaine, entre guillemets. Non, mais en vrai, je pense que le principal, peut-être du coup moins populaire de le dire comme ça, mais c'est vrai que je pense que le principal qui m'a attiré vers ce métier-là de base, c'était plus le côté aventure.
honnêtement. Okay. Même si j'avais cette fibre-là de dire ok, il faut. Ah, bien sûr. Enfin, le changement climatique. Je suis pas en train de débattre si c'est vrai ou c'est pas vrai. Non, de toute façon, tu es forcément concerné directement parce que c'est la base de ton. Enfin, c'est une des bases de ton métier aussi quelque part. Ouais, carrément. Mais je me suis aussi orienté là-dedans parce que c'est aussi un sujet dans le moment qui est quand même. Qui est quand même un gros sujet qui affecte énormément de gens, qui affecte tout le monde en fait, et toutes les espèces du monde, et qui moi me touche parce que je pense que c'est surtout à partir du moment où j'ai commencé à faire mes premiers voyages, à sortir des villes comme Paris et tout, et voir ce que c'est la Norvège par exemple, un endroit beaucoup moins peuplé, et après de revenir en France, et puis de voir qu'en fait on a tout est urbanisé, les gens sont parqués dans les villes, il y a ce gros mouvement il faut bosser dans les villes, mais du coup potentiellement il y a des gens qui vont naître en plein milieu d'une ville sans jamais avoir un vrai accès soit à la mer, soit à la montagne, soit à la nature, ou pas forcément avoir l'envie de le faire. Et en fait, je sais pas, moi je trouve ça triste. Et je me dis, parce que pour moi c'est aussi le truc, c'est aussi pour ça que ça m'intéresse autant, ce domaine-là, c'est que c'est un domaine où t'étudies ton environnement qui gagne en profondeur, et en gagnant en profondeur, c'est un peu cette phrase là qui dit tu finis par protéger ce que tu connais, et c'est vrai que tant que tu le connais pas, tant que pareil tu vois la nature comme un truc où tu es extérieur à ça, tu vois, on a des parcs nationaux et c'est très bien, il faut qu'on les garde et tout, mais tu vois, les parcs nationaux, c'est un peu la réflexion que je me fais dernièrement, c'est que je me dis mais c'est fou qu'on ait finalement parqué la nature là, et l'homme doit vivre à côté, quoi. On n'est pas, on vit pas ensemble. On a vraiment fait cette distinction. Vas-y, faut faire entre les deux. Et moi, du coup, en tout cas, tous ces domaines de sciences de la terre et tout, du climat, machin, en fait, au-delà même de l'aspect urgent du changement climatique, c'est aussi simplement comprendre aussi un univers de ce type. En fait, c'est juste génial aussi pour peut-être tenter de reconnecter les gens à la nature aussi, et de voir l'intérêt que ça peut avoir. Tu vois, je veux dire, t'es un surfeur, en vrai, tu te finis par lire l'océan, parce qu'en fait, c'est utile pour ta pratique. Tu fais de la voile, toi, c'est la même, tu vois, tu arrives à lire les vents et tout, mais en fait, du coup, via ta pratique, tu finis par réussir à lire la nature et ce qu'elle te dit et tout. Et il y a un pote qui me dit ça souvent, c'est fou qu'aujourd'hui, on est dans une époque où finalement, on arrive mieux à connaître les noms des marques de voitures et tout, plutôt que les noms des oiseaux par exemple. Alors qu'en fait, avant c'était, tu vois, tu parles à ta grand-mère et tout, elle va savoir reconnaître une plante, si elle est bonne pour toi, si tu peux la manger ou pas. Et aujourd'hui, on est incapable de faire ça, quoi. Et je trouve ça juste dingue d'avoir perdu tout ça. Et du coup, je me dis, en fait, il y a un espèce d'ensemble en choisissant cette voie-là qui m'aide aussi, moi, personnellement, à mieux comprendre le monde dans lequel je vis, à mieux m'y connecter, j'espère mieux le protéger et tout. C'est de là un peu, tu parles d'une sensation d'une envie un peu d'être explorateur. Ça, on pourrait joindre ça presque à un truc de film un peu, tu vois, l'explorateur dans les rêves d'enfant un peu. Toi, c'est ce truc-là, du coup, qui te fait vraiment vibrer, quoi. C'est le fait d'aller, justement, quelque part te reconnecter à une nature qui est pas touchée par l'homme, qui est un peu brute, et aller la découvrir, aller voir ce que c'est, comment elle évolue, comment elle se comporte, comment ça bouge. Ouais, je pense qu'il y a ça qui me fait kiffer. Il y a ce truc-là aussi, c'est un peu les explorateurs de l'extrême aussi, tu vois, genre qui vont se mettre dans des éléments qui sont pas faits pour eux. Tu te chies dessus quand t'es dans un environnement comme ça, je veux dire. Et toi, t'as peur du coup ou pas par moment? Ouais, ça peut arriver. Après, ça dépend. Ou tu prends du plaisir à être dans cette situation de danger. Moi, j'aime bien, j'avoue. Moi, c'est l'endroit où j'arrive à retrouver l'adrénaline qui me faisait tellement kiffer avant. Mais maintenant, mon adrénaline, je la mets plus. Genre avant, je faisais encore une fois du skate de descente, board et tout. J'avais fait du saut en parachute et tout. Enfin, j'avais un besoin de te faire peur, d'adrénaline. De faire peur, je sais pas, pour sortir vivant. En fait. De prise de risque, quoi. Il y avait ce truc-là. Et en fait, moi, je trouve que maintenant, j'arrive à le mettre dans ce domaine-là. Au service de quelque chose, quoi. Ouais. En fait, pour revenir un peu à ce truc-là de pourquoi je fais ça et tout, je m'étais un peu posé la question une fois, même si ça peut donner des tips, s'il y a des gens qui veulent regarder ou quoi, comme le truc d'avant.
Moi, j'avais vu passer à un moment donné sur peut-être un TED, un talk ou je sais pas quoi, la notion de l'ikigai. Je sais pas si ça dit quelque chose. Si, carrément, j'ai vu ça. Ouais. Et ben en fait, je m'étais posé la question, un peu en mode de pourquoi je veux faire telle activité ou quoi. Et j'ai vu passer l'ikigai. Et l'ikigai, c'est un précepte un peu japonais. Alors, je sais pas exactement d'où ça vient. Si, japonais, tout à fait. Ouais. Mais je sais pas combien de temps ça date et tout. Bah, ça date d'il y a très très longtemps, mais l'idée c'est que, alors je suis pas japonais donc je peux pas traduire exactement, en tout cas je parle pas le japonais, mais c'est autour du bien-être, de la vie, etc. Ouais. Et l'idée c'est de trouver un lien entre ce qu'on aime, une vocation, une profession, et l'idée c'est de trouver quelque chose dans la vie qui nous stimule quoi, et qui nous plaît, et en même temps qui est une profession qui nous rapporte de l'argent. C'est un mix un peu de tout ça quoi. Ouais, exactement. En fait, t'as 4 piliers de ce que j'ai vu. Ouais, c'est ça. En gros, de ce que j'ai compris, c'est que c'est vraiment ton truc de... c'est la raison de te lever chaque matin, ton ikigai. Donc, c'est assez cool de le voir comme ça aussi. Et en fait, après, ça mêle 4 piliers. Donc, comme t'as dit, profession. Ce que t'aimes. Ouais. Donc, ce que t'aimes, ce qui rapporte de l'argent. C'est ça. Ce dans quoi tu vas être bon. Ouais. Et ce qui rend service. Oui, c'est ça. En gros, et si tu arrives à mêler ces 4 trucs, et ben en fait, tu peux l'appeler l'ikigai. Après, si tu en mêles que 2 ou 3, ben en fait, soit tu l'appelles une profession, soit tu l'appelles une vocation, une passion, un hobby, ouais, c'est ça. Ouais. En gros, c'est ça, c'est ce truc-là. Du coup, moi, je me suis un peu guidé par ce truc-là. Ok. Et ben en fait, à chaque fois que je me repose la question avec mes mises au clair et machin, tout ce que tu veux, ben en fait, il y a rien qui me dit que en fait, ce que je fais, la direction dans laquelle je vais, elle répond pas à ces critères-là en fait. Et puis c'est aussi ce que je me dis, c'est qu'en fait il faut bien que je fasse un truc qui me plaît pour être bon dedans aussi. Ouais. Enfin, j'ai vraiment du mal à concevoir un truc dans lequel tu vas te mettre. Alors oui, ça peut aider les gens et tout, mais est-ce que tu vas vraiment être au plein potentiel pour aider une cause quelconque si ça te plaît pas? Je veux dire, sur le long terme, ça peut pas marcher quoi. Non, c'est clair. Moi j'ai des potes qui font ça très bien, que ce soit tu vois, genre en politique ou quoi, qui vont être capables de prendre sur leurs épaules des trucs de militantisme et tout, et moi je suis incapable de faire ça, en tout cas sur... je sais que sur du long terme, en fait, ça me ruinerait trop. Donc je préfère attaquer sous un autre angle et dire, est-ce que peut-être par l'éducation, par l'éducation, la recherche tout court, la publication d'articles, peut-être le changement dans mon propre domaine et tout. Ouais. Est-ce que je peux pas faire quelque chose dans ce domaine-là quoi. Et du coup, c'est un peu tout ça qui se... Du pourquoi, du comment. Parce que tu dis que la vie est courte aussi, que évidemment d'en profiter, donc ça paraît assez logique une fois qu'on dit que la vie est courte, mais qu'est-ce qui déjà t'a mis dans ce mindset-là de te dire allez, la vie elle est courte, il faut en profiter à fond? Est-ce qu'il y a un fait particulier? Et tu dis aussi qu'on a une chance de pouvoir réaliser ses rêves les plus fous, etc. Qu'est-ce que ça signifie un peu tout ça pour toi et pourquoi t'en es arrivé à ce mindset-là? Ouais, en vrai, je pense qu'encore une fois, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a plusieurs étapes. Je pense qu'à la base, je pense que déjà, avant de bouger sur Paris, j'avais pas du tout idée de ce qui était possible de faire dans ma vie. J'étais pas du tout capable même de rêver de ce que je rêve aujourd'hui. Ouais. Même de rêver ce que j'ai déjà réalisé, ce qui est ouf de me dire ça. Et en fait, tout ça c'est venu peu à peu à force de rencontrer des gens. Puis je pense que c'est ça le facteur le plus important dans tout ça, c'est qu'au final j'ai rencontré des gens sur la route à force de bouger, à force d'exposer un peu mes problèmes, mes envies, vers quoi je tendais, mes rêves et tout ça. Et de rencontrer des gens qui en fait sont plus motivés que toi et qui te disent moi à Paris c'était justement frérot, en fait il faut vraiment que tu partes à l'étranger. En fait moi partir à l'étranger ça m'a ouvert un peu à un endroit où en fait je me suis senti trop bien. J'ai découvert des gens qui étaient un peu comme moi, qui étaient vraiment en mode vas-y tous les week-ends faut qu'on parte faire un truc, faut qu'on découvre une nouvelle activité, qu'on se sente vivant et tout. On va pas rester en ville à enchaîner les soirées et tout, on va plutôt voir ce qui est possible dans l'extérieur. Et puis aussi, je sais pas, moi il y a eu vraiment peut-être un moment marquant, c'est le moment où en fait j'ai reçu les résultats
des candidatures en master à Bergen, donc en Norvège, où j'ai été refusé. Et j'ai reçu ce truc-là en même temps que Bartek. Du coup, le pote avec qui on avait monté l'expédition là, au Svalbard. Et en fait, au moment où je reçois les résultats, moi je suis dépité quoi. Je suis là, mais putain, moi je me voyais vraiment genre vivre là en Norvège, et là en fait on me vire en fait, littéralement, et je dois revenir en France. C'est horrible. Genre moi je le voyais comme la fin du monde quoi. Et en fait, il me dit un truc à ce moment-là, genre un truc très con, mais juste ça dépend comment ça résonne en toi quoi. Il me dit à ce moment-là, mais il y a rien qui arrive trop par hasard, tu vois. Genre, si à un moment donné, là, ça te dit qu'en fait, c'est pas pour tout de suite que tu t'installes, que tu te poses. C'est ça que je voulais. Moi, j'étais en mode, putain, j'ai déjà trop bougé, c'est bon, là, j'ai envie de me poser. Tu vois, tout ce que j'ai fait après, tu te dis, ouais, d'accord, c'était pas du tout le moment de me poser. Et en fait, c'est ça. Maintenant, en fait, cette phrase qu'il m'a dit, ça résonne maintenant comme, qu'est-ce que t'en fais, en fait, de ce truc-là? Ça peut être, tu peux totalement être dépité, totalement être, revenir en France et après pleurer aux larmes parce qu'en fait on t'a refusé un peu ce truc là, ou alors tu peux en faire quelque chose d'encore plus fort, un peu nourrir une motivation ou quoi, et essayer de voir c'est quoi les opportunités que tu vas avoir pour pouvoir aller plus loin. Et du coup depuis j'ai fait ces trucs là, ces autres voyages que je pensais pas du tout possible avant, que ce soit Grenoble, les Alpes, j'ai découvert les Alpes en vrai, beaucoup plus de profondeur que ce que j'avais fait avec mes parents avant. Puis le Canada, puis la Patagonie, puis le Svalbard. Enfin, c'est quand même fou. Alors, c'est quoi tes rêves les plus fous aujourd'hui? Mes rêves les plus fous, du coup, c'est compliqué parce qu'on jusque là, mon rêve le plus fou, c'était de réaliser cette expédition là. Ok. Que tu viens de réaliser tout juste, du coup. Ouais. Alors pas tout à fait dans les termes qui étaient prévus à la base, évidemment. Oui. C'est jamais comme ça, de toute façon. Mais quand même, trop bien. Tu t'en es peut-être pas encore redonné? Non, en fait, je pense que là, justement, j'ai passé un été à juste me reposer. Ouais. Et en fait, à profiter peut-être pour la première fois de la Bretagne, comme je l'avais pas fait avant. À revenir un peu à kiffer cet endroit où, en fait, je sais pas, il y avait des trucs que j'avais laissés peut-être en Bretagne qui me plaisaient pas. Et en fait, à chaque fois que je revenais, j'étais pas bien, il fallait que je reparte. Et là, c'est la première année où je suis vraiment en mode, ah ouais, non, là, je suis bien. Donc peut-être, en fait, ça a un peu changé la donne aussi, le fait d'avoir fait cette expédition et que ça a aussi désacralisé un rêve en vrai. Enfin, en vrai, il y a des trucs trop bien à réaliser un rêve, mais il y a aussi que tu le désacralises et que parfois tu perds une direction, tu perds un but, peut-être aussi. Donc ouais, et puis quand tu le vis, c'est pas tout rose. Oui, c'est ça. C'est pas complètement. C'est pas parfaitement ce qu'on imaginait. Ouais, exactement. Et ça demande énormément d'efforts. Ouais. Du coup, c'est aussi ça. Du coup, moi, je pense que là, le rêve le plus fou que j'ai, c'est de trouver un port d'attache dans lequel, enfin, je peux vraiment me poser, un endroit où je peux vraiment avoir... construire ton parcours et ta vie. Construire mes relations amicales, relationnelles, tout ce que tu veux. Et un endroit où je peux avoir accès, en fait, à la fois, je te dis, l'océan et puis la montagne. Ouais. Et malgré tout, partir dans ces expéditions-là, peut-être pas aussi longtemps que ce que j'ai fait jusque-là, et peut-être pas aussi loin. Mais en tout cas, d'avoir ce truc-là, peut-être un petit peu plus routinier, tu vois. Ouais, carrément. Et que pour l'instant, j'ai pas du tout goûté à la routine depuis que j'ai commencé mes études. Du coup, ça paraît pas ouf, mais en vrai, c'est potentiellement le rêve le plus fou là maintenant. Ok, trop bien. J'ai plein de petites questions à te poser jusqu'à la fin. Vas-y. On va faire des réponses courtes, comme les questions de tout à l'heure. La première, c'est quoi la plus grande leçon que tu as tirée de tout ce parcours, de tous ces voyages que tu as fait pour l'instant? Une grande leçon que tu retiens? Une grande leçon de tous ces parcours. De faire confiance en son intuition. Ouais. Trop bien. J'ai demandé aux gens qui me suivent sur Instagram, donc Instagram en pleine trajectoire, super, de poser une question sans connaître évidemment qui est assis à côté de moi, de poser une question au hasard. Donc j'ai eu des questions en tout genre. Okay. J'en ai sélectionné une qui me paraissait pertinente par rapport aux réflexions que tu avais posées dans le questionnaire que je t'ai envoyé, etc. La question c'est, pour toi, c'est quoi le sens de la vie? Assez vague, hein. C'est dur.
J'ai pris une hyper ouverte. C'est quoi le sens de la vie? La personne se reconnaîtra qui a posé la question. C'est quoi le sens de la vie? Non, ouais. Moi, dans la première réponse, je vais dire c'est kiffer. J'ai envie de quand même l'étayer un peu parce que sinon c'est un peu. Grave. Non, il y avait une phrase que j'aimais bien, que j'avais chopée dans un bouquin random. D'un mec que j'aime bien quand même, un auteur qui s'appelle Patrice Franceschi, un explorateur aussi, machin, et il détient une collection de livres, collection Point Aventure, qui est très cool. Et en fait, il écrit un livre qui s'appelle L'éthique du samouraï moderne. Ok. C'est assez excellent comme titre. Non, mais dedans, il met un truc, c'est quand tu nais, tu récupères un flambeau de flamme qui a une certaine taille. Et ton objectif un peu dans la vie, c'est de repartir en partageant ce flambeau, mais en l'ayant rendu plus grand. Ok. Et tu te sens comment dans le monde qui t'entoure aujourd'hui? Ouais, c'est compliqué. Je sais pas, il y a plein de moments où je me sens un peu contraint, un peu piégé, un peu en cage. Enfin, je sais pas, moi c'est tous les récits que tu peux avoir sur des époques, sur d'autres époques. Je sais pas, t'as la découverte de l'Amérique, ou même les gens qui vivaient en Amérique avant que tous les colons arrivent. Bon, à quoi ça ressemblait, tu vois? Dire putain, terre de dingue quoi. Les océans avant qu'on connaisse les rivages, tout ce que tu veux. Ouais. Et aujourd'hui, tout est quadrillé, il y a trop de monde sur Terre. On se marche dessus, on n'accepte pas l'autre personne, tout ce que tu veux. Il y a un changement climatique, personne ne fait rien. En tout cas, c'est ce sentiment-là. Tu te dis, putain, qu'est-ce que je fais? Une espèce d'anxiété, évidemment. Ouais, ok. Mais à la fois, quand même, il n'y a pas que ça. J'ai le sentiment que... c'est aussi une chance de ouf, l'époque dans laquelle on est. Parce qu'on a vraiment un truc où on peut changer des trucs, quoi. T'as vraiment le sentiment qu'on peut changer des trucs et puis y a tellement moyen de kiffer, genre le monde qui nous entoure. Je veux dire, c'était pas possible avant, tu vois. Enfin, le surf avant, en Bretagne, on n'imaginait pas parce que on disait la mer c'est trop dangereux, tout ce que tu veux. Et aujourd'hui, on a passé toutes ces barrières-là et on fait d'un élément qui était vu comme l'enfer. On le voit maintenant comme une terre de jeu, quoi. Et ça, je trouve ça trop cool, quoi. Trop bien. J'espère de voir la vie comme ça, c'est top. En quelques mots, en une ou deux phrases, pour toi, c'est quoi réussir sa vie? Réussir sa vie, encore une fois, c'est kiffer. Ouais. Non, mais c'est être heureux dans sa vie, quoi. Peu importe après, c'est quoi ta définition du bonheur. Peut-être aussi, c'est de savoir c'est quoi ta définition du bonheur, parce que c'est souvent compliqué. Et, il y en a plein, ils en ont de différentes. Et puis après... C'est une super réponse. Voilà, savoir quelle est la définition de son bonheur. C'est pas mal. J'ai une question, il faut que tu répondes juste par oui ou par non. C'est une question juste pour toi. Est-ce qu'un jour, tu aimerais bien écrire un livre, puisque tu es écrit? Ouais, grave. Grave? Ouais. Un sujet en particulier ou pour l'instant pas trop d'idées? Non, mais dernièrement, j'écris pas mal justement sur une espèce de... sur des questions un peu philosophiques, justement. Ok. Sur un peu la place de l'homme, la nature et tout, un peu au travers de... un peu, tu vois, au travers de des voyages que j'ai pu faire et tout ça, et des études que je fais. Et du coup, ça attaquera peut-être ces questions-là, quoi. Des espèces de questions un peu sociétales, des espèces d'essais un peu random ou philo, enfin j'en sais rien, un truc comme ça. Okay. Parce que je pourrais faire en soi peut-être des petits bouquins genre d'aventure un peu, de ce que j'ai fait. Ouais. Mais dans tous les cas, plus naturellement, je vais écrire sur ces questionnements-là maintenant. Ouais, ok. Du coup, c'est un peu un mix, quoi. Il y a une question que je pose à tous les épisodes, ça parle salaire. C'est pour savoir à peu près quel métier donne accès à quoi en termes de salaire. Est-ce que toi, tu as une idée de, tant que scientifique, à combien on peut s'attendre à toucher? Et si toi, tu as envie de dire combien t'espères, enfin, tu vois, avec quel salaire t'espères vivre plus tard aussi, bah tu peux. Mais sinon, c'est juste le salaire que le métier peut espérer. Ouais, scientifique, c'est pas connu pour être un milieu le plus tranquille en termes de salaire. C'est clair que c'est pas ingénieur ou quoi. Et puis le salaire, c'est pas le seul truc pour le coup qu'il faut prendre en compte quand tu décides de faire une carrière de ce type. Très sincèrement.
Si quelqu'un décide de faire ça, il faut vraiment prendre en considération plein de choses. Mais du coup, le salaire en France, en thèse, tu vas avoir, alors j'ai pas envie de dire de conneries, il faudra quand même revérifier, mais en vrai, je pense que c'est autour de 1500, 1700, quelque chose comme ça quand tu commences par mois. Je pense net quand même. Et puis après, plus tard, peut-être 2000, 3000, peut-être max, tu vois. Je pense pas que tu vas beaucoup plus loin, à part si t'es peut-être professeur ou quoi. Sauf que après, moi je pense pas être en France, c'est le truc qui va pas être très populaire en fonction des gens, mais bon, on est transparent ici. Moi je pense vraiment rebouger en Norvège. Et en vrai, en Norvège, le salaire est quand même beaucoup plus élevé. Alors, évidemment, le coût de la vie est beaucoup plus élevé aussi. Mais voilà. C'est drôle ce que tu viens de... On va passer à la dernière partie de ce podcast, donc c'est 5 réponses qui sont assez expéditives aussi, tu vas voir, c'est du rapide pour finir, promis. Et on arrive bientôt à la destination finale, le retour. Corée, c'est parfait. La première question que j'ai à te poser de cette dernière partie, c'est tu conseillerais quoi au Malo qui a 15 ans, 16 ans, 18 ans? Qu'est-ce que tu lui glisserais avec quelques mots pour l'encourager pour la suite de sa vie? Ouais, c'est pas facile parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de parcours du Malo de cette époque-là à aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de changements. Enfin, moi je sais que j'étais à 15 ans, j'étais omnibilé par la gym, il n'y avait que ça dans ma vie quoi. Et c'est vrai qu'au moment de la blessure ça a un peu tout changé. Bon, il y a évidemment une question de croire en toi, quand même beaucoup plus. C'était d'ailleurs ce que me disait mon coach tout le long, parce que c'était pas du tout quelque chose d'évident. C'était évident, mais en même temps, c'était pas un moment où en fait j'avais grand chose dans lequel je pouvais être si fier de ça, quoi. Oui, ok. Donc c'est peut-être aussi peut-être explore un peu plus ce qui te fait kiffer avant d'écouter ce que les gens te disent. Tu vas kiffer dans tous les cas. Peut-être sois plus ouvert aussi aux autres, pas peur forcément de parler autour de toi. Trop bien. Et puis reste pas avec tes pensées en solo, alors qu'en fait ça avance vachement mieux à plusieurs quoi. Ouais, carrément. C'est quoi que tu conseillerais à quelqu'un qui se sent perdu, qui se cherche un peu? Est-ce que tu aurais un petit tips à donner à cette personne-là? Tu l'as un peu dit tout à l'heure, c'est poser, c'est peut-être à l'écrit, c'est d'ordonner ses pensées, poser à l'écrit ce qu'on aime, ce dont on a envie, etc. Ouais, l'introspection tout le temps, hein. De toute façon, au moins, même si ça te donne pas de réponse, ça structure. Tu sais déjà plus pourquoi t'es perdu potentiellement. Donc ça, c'est vachement bien. Et après, si t'es perdu, moi je te conseille juste fais un voyage, sors d'ici quoi. Casse-toi. Non, parce que je veux dire, l'endroit où t'es, il bouge pas. Genre, moi, à chaque fois que je suis revenu de voyage, c'est ce qui m'a frappé le plus, c'était de me dire, mais putain, en fait, j'avais peur que l'endroit il ait changé ou je sais pas quoi, ou peut-être que j'avais peur que l'endroit ait pas changé. Mais le fait est qu'en fait, je rentre chez moi et à chaque fois, c'est la même chose. En fait, l'endroit que t'aimes potentiellement et tout, il va pas bouger. Et t'apprends tellement en fait en voyageant. C'est pas obligé de partir très loin, tu vois. Et c'est évidemment avec les moyens que tu peux avoir. Mais te faire un truc, en fait, tu arrives à prendre du recul derrière sur toute ta vie et tout. Parler à des gens qui sont à l'extérieur de ton cercle, ça peut vraiment aider. Moi, à chaque fois, peut-être le truc qui m'a marqué aussi, encore une fois avec l'introspection et tout, enfin, moi, je peux que le conseiller. C'était en fait de me rendre compte que quand je bougeais dans un nouvel endroit, genre Paris, la Norvège, puis ensuite Grenoble ou quoi, à chaque fois, j'arrive dans un endroit et en fait, je connais personne. Donc ça fait peur, mais en même temps, il y a un truc hyper satisfaisant et hyper excitant où tu te dis, mais là, en fait, je peux être qui je veux. Genre là, je peux, enfin, la personne que j'ai envie d'être, je peux tout faire pour l'être. Genre, fake it until you make it, tu vois. Et vraiment, genre, à chaque fois, ça m'a fait cet effet-là. Et à chaque fois, je revenais dans un endroit où les gens ils me connaissent depuis plus longtemps. Et ils me regardent avec les yeux de la personne, comme s'ils me voyaient comme j'étais avant, tu vois. Alors qu'en fait, entre-temps, j'ai changé. Et c'est là que tu vois, tu sens le gap. Mais tu sens que du coup, tu te trouves vraiment plus toi-même. Parce que du coup, tu t'es vraiment inventé comme tu voulais, sans contrainte de qui que ce soit. Tu as trouvé les gens qui t'entourent, qui sont
comme toi ou qui sont prêts à te supporter. En fait, les amis qui t'entourent après, c'est ça. Et après, ouais, évidemment, en vrai, s'entourer, c'est quand même bien, quoi. Genre, trouver vraiment des potes ou ta famille ou n'importe qui vraiment t'écoute, où tu peux avoir des longues conversations comme ça, tu t'évoques tout et toutes, tout le bordel, et puis où tu vas pas te sentir jugé ou quoi, c'est trop bien, quoi. Carrément. Il faut vraiment des gens qui sont inspirants aussi, pas qui te tirent vers le bas. Surtout quand t'es perdu, c'est ça dont t'as besoin, quoi. Trop bien. Pour toi, la suite, t'en as bien parlé. T'as d'abord une deuxième année de master à finir. Ouais. Et puis, t'as envie d'aller te poser, de trouver un endroit. Mais allons plus loin, dans 10-20 ans, est-ce que t'as des choses que t'espères avoir, réaliser? Ouais, grave. Mais non, je pense ça rejoint un peu le truc que je disais avant, c'est d'avoir cette fois-ci bien installé mon port d'attache. Ouais. J'aimerais bien avoir un petit bateau quand même. Ok. Ça serait pas mal, ça. Trop bien. Et puis d'avoir cette espèce de mode de vie où je peux quand même continuer à explorer mon petit bateau. Limite, je vis dessus, tu vois, pour limiter les coûts. Et puis je me balade pendant que je travaille et tout dessus. Et après, continuer à partir dans des expéditions peut-être un peu plus engagées que ce que j'ai fait jusque-là. Ok. Je sais pas, au nord du Groenland, en Antarctique. Aller découvrir d'autres contrées. Aller découvrir d'autres contrées, ouais. C'est ça. Et le petit rêve, dans 10-20 ans quand même, ça fait loin. Donc c'est limite, c'est une bonne partie de carrière. Ouais. Moi, en vrai, ça me ferait kiffer de monter un labo, en vrai. Ah ouais, ok. Je pense. Trop Après, ça dépend en vrai comment ça se goupille et tout. Mais c'est juste l'idée d'être plus libre, en vrai, dans comment mener tes projets et peut-être de les mener avec justement un bateau d'expédition dédié en fait à ce labo-là. Ouais, ok. Et où tu as plus de liberté un peu, peut-être qui sortent un peu des normes aussi, peut-être académiques habituelles et tu es finalement un peu dans un carcan. Ouais. Et ouais, donc t'as un truc un peu comme ça serait pas mal. Ouais. Trop cool. Et alors j'ai une question du dernier épisode pour toi, mais alors là t'as répondu mais totalement à la question. C'est une question d'Enguerrand, mais trop bien. Qui te demandait si tu pourrais tout quitter pour aller partir vivre à l'étranger, parce que lui il avait fait ses études au Portugal pendant 5 ans. Waouh, énorme. Et alors il n'y a pas grand suspense du coup. Ouais. On est plutôt sur un grand oui et plutôt sur une volonté même que, au-delà d'être prêt, c'est plutôt une volonté même. Ouais. Mais après moi aussi, à force de bouger, je te dis, moi la Norvège c'est l'endroit où je vais rebouger. Quitter la Norvège pour aller ailleurs, genre en Patagonie, en Alaska ou machin, ça peut-être pas, tu vois. Ok. Tu seras content d'avoir trouvé ton pied à terre et de En fait, il y a un moment, moi la Norvège, moi je l'appelle un peu la maison aussi déjà, quoi, parce que je m'y suis senti trop bien, quoi. Genre, je m'y sens mieux que là où je suis né. Donc, Du coup, ça joue, quoi. Et il y a un tout dernier truc qu'il faut que tu fasses dans ce podcast, c'est trouver une question pour l'invité qui sera assis à ta place la prochaine fois. Ok. Donc le prochain invité, il faut que tu lui adresses une question. Quel est ton rêve le plus fou que tu penses justement pas possible d'être réalisé? Trop bien comme question. Et on est arrivé à la fin de l'épisode, on a déjà pris plein de photos sur une virée bateau qu'on a faite juste dans les 3-4 jours après cette fameuse soirée au bar où on s'est connus. Merci Malo d'être venu. C'était top. Puis moi, chaque fois, je dis aux gens, c'est ciao. C'est ciao. C'est ciao. Alexis conduit bien.